Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission de Back Issues. C'est le podcast ou simplement avec l'ami Corentin ici présent. Bonjour. Waouh, attends, vas-y, refais-la parce que ta voix est... Je buvais un coca quand Arnaud m'a demandé de dire bonjour et donc j'ai dit bonjour avec une voix bizarre. C'est ça. Encore plus bizarre que d'habitude, faut-il le préciser. Donc, Back Issues, l'émission ou avec l'ami Corentin. Bonjour. Voilà, merci, parfait. Nous allons simplement vous parler de bandes dessinées que l'on a lues et que l'on a généralement plutôt aimées, mais en tout cas, même si on les a pas tant aimé que ça, on va vous en parler puisque l'idée avec First Print, et on faisait un petit peu le mea culpa dans notre Q&A des 3 ans sur le fait qu'on avait fait moins de back issues cette année, c'est que parce que l'idée de First Print aussi de vous parler de comics, de vous présenter les auteurs, les artistes et tout ça, mais c'est aussi de vous dire en fait voilà les BD, qu'est-ce que c'est, celles qui sont bien ou qu'est-ce qu'elles nous apportent, comment on les a appréciées, simplement pour avoir ce petit rôle de conseiller, de prescripteur parfois, même si on ose dire ce mot, enfin bref, voilà, on est là pour vous parler de bande dessinée, de vous dire ce qu'on a trouvé dedans et ce qu'on a apprécié, et peut-être que ça plaira à certains et certaines d'entre vous. On vous rappelle que ces podcasts, ils existent grâce à vous, grâce à cette communauté que vous formez. Donc on vous remercie de nous écouter. Si vous appréciez le travail, vous pouvez nous partager sur les réseaux sociaux, parler des podcasts autour de vous, et même en glisser un mot peut-être par exemple à vos libraires s'ils nous connaissent pas. On a certains libraires qui utilisent les back issues pour après faire des petits rayons, enfin des petits encarts rayonnage conseillés par First Print, et on remercie notamment Benoît à la Fnac de la Défense qui a fait ça très régulièrement, et c'est vraiment super cool. Donc n'hésitez pas à faire ça aussi, en plus de vos propres conseils libraires, c'est vraiment très très cool. Et sinon on a également un Tipeee sur lequel vous pouvez nous soutenir. C'est le début du mois enfin non, c'est pas encore le début du mois de novembre, on est en plein mois de novembre, et donc les compteurs ont récemment été remis à 0, donc n'hésitez pas à venir apporter une petite contribution pour nous aider à avoir le podcast sur le long terme. Et encore la dernière réclame, c'est que il y a souvent des liens affiliés dans les podcasts Back Issues qui vous renvoient chez nos amis de Comic Zone, comic shop indépendant à Lyon. Donc voilà, s'il y a une BD qui vous intéresse et qu'il y a un lien présent et que vous n'avez pas peur de la commande à distance, vous pouvez passer chez eux. Ça permet de soutenir la boutique et nous au passage également. Voilà. Ça, c'est le préambule. Maintenant. C'est sûr, tu vends pas ta bagnole non plus, t'as pas... Alors, figure-toi que je n'ai plus de voiture depuis quelques années maintenant quand même. Donc, ce qui m'a permis de réduire mon empreinte carbone. D'accord. Je cherche des Adidas d'occasion, s'il vous plaît, aussi. Appelez-moi. Eh bien, va sur leboncoin.fr comme tous les gens normaux. Donc voilà, la réclame elle est faite, l'introduction elle est faite aussi. Bon, je crois qu'il va falloir parler de bande dessinée. Il va falloir parler de bande dessinée. Alors bien entendu, dans Back Issues, une majorité de comics, mais aussi parfois de temps en temps de la BD faite en France, mais qu'on a envie de défendre aussi, dont on a envie de parler. Et on a déjà parlé de Slum Kids de Petit Rapace, donc une production label 619 rue de Sèvres, parce qu'on a reçu Petit Rapace déjà à plusieurs reprises dans le podcast, et on l'avait reçu notamment au moment de la sortie de cet album qui commence maintenant à être un petit peu loin derrière nous. C'était fin août déjà. Fin août, c'est une période un petit peu difficile, moi je trouve, pour sortir des BD, puisque t'as quand même toute la période après septembre-octobre qui est bardée des nouveautés, des gros titres des plus gros éditeurs, justement parce que t'as voilà, en tout cas en 2023 t'as le nouveau Black Sat, t'as le nouveau Astérix, t'as Lou Sonata qui arrive aussi chez Glénat. Enfin voilà, t'as vraiment des énormes trucs qui sont sortis, et donc parfois tu dégaines un petit peu des titres fin août juste avant le gros rush pour leur permettre d'exister. Moi j'ai un très mauvais souvenir de l'an passé, parce que c'était là que c'était sorti Billionaire Island, mais en même temps que la vague Urban Nomad, donc c'était vraiment pour moi la période en fait où les titres n'existent pas. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien de remettre un coup de projecteur sur cet album. Slum Kids, c'est en fait une version, c'est un univers qui nous avait déjà été présenté par Petit Rapace dans l'anthologie Low Reader. Grosso modo, c'est une décharge à ciel ouvert. On y suit le quotidien de gamins. Simplement, c'est des personnages qui sont enfants, voire ou adolescents, et qui essayent de survivre dans un monde assez âpre, fait de violence, grosso modo. Corentin. Et c'est même plus qu'une décharge à ciel ouvert, c'est ce qu'on appelle un bidonville. Un bidonville. Oui, c'est comme, oui, c'est vrai. C'est vrai que le du bidonville, Slum Kids. Voilà. Ouais, mais pour moi, le slum, c'est la décharge, en fait. Donc c'est vrai que moi, j'ai ce terme-là
qui vient en tête, sachant que je trouve que notamment dans l'univers de Slum Kids, c'est pas forcément organisé en ville, tu vois, c'est vraiment quand même que des tas de déchets sur les, et parfois ils sont des abris, mais c'est vrai que t'as effectivement cette dénomination qui en tout cas vous l'aurez compris que c'est un environnement de pauvres, voilà, de miséreux, c'est ça, où voilà la violence et la drogue font loi. Corentin, oui. Qu'est-ce que tu as pensé donc de ce premier tome de Slum Kids en format vraiment album, sachant que ça vous le savez déjà si vous avez écouté le podcast, c'est une série en fait où on suivra des histoires séparées à chaque tome, donc vraiment c'est une histoire qui se présente un petit peu comme un récit complet. On a donc Aiggy, Lombric et Bambi qui sont donc notre trio de malheureux dans cette histoire. Eh ben écoute, c'est pas mal. C'est bien écrit, c'est bien narré, c'est bien dessiné. On voit évidemment comment Petit Rapace reste un élève convaincu de l'école 619. Il y a vraiment des gros parallèles à tirer entre ça, entre Moutafoukaz, entre The Grocery. Quelque part même, voilà, avec toute l'esthétique de Dark Mid City qui avait déjà tiré vers un côté urbain déliquescent, avec des rues plus chargées en graffiti, plus chargées en déchets. Là, ça va un cran plus loin, c'est plus proche de la Cité de Dieu. Complètement. J'ai pas écouté le podcast, je sais pas si je du coup tu coche un auto de référence. Ouais, tu vises dans le mille là. Voilà, il y a aussi un petit côté amer béton quelque part. Donc c'est toujours cette espèce de côté, on fait du comics à la française qui regarde beaucoup vers le Japon aussi, avec des trucs qui font très japanimation, d'utilisation d'expressions de visage, comme par exemple quand un personnage fait un truc cruel ou fait un truc bestial, on va pas dessiner son visage, on va juste mettre une nappe d'ombre et un point rouge comme on fait souvent dans les mangas. Quand il pleure aussi, c'est très esthétique manga, comme il pleure comme Luffy dans One Piece. Il y a aussi des trames de mouvement. Enfin c'est assez facile de voir évidemment ce qu'aime Petit Rapace, de trouver les référents qui prend à droite et à gauche. Moi j'ai trouvé ça cool. Il y a vraiment c'est rigolo quand même parce que on a tendance à dire que voilà 619 ça commence avec Mouta. Et ils ont réussi à varier les styles avec le temps. Là, quand même, t'as cette scène où ils sont dans leur bagnole, dans leur espèce d'abri, là, et ils regardent le ciel, ils regardent les étoiles, et ils font, ah, c'est beau, et demain, on fera ça, et plus tard, on fera ça, etc. Ce qui est vraiment, en fait, le truc que fait Ron à chaque... La signature, un petit peu la signature 619, on regarde les étoiles et on pense au futur, ou on pense au passé et on pleure. Là, c'est, voilà, cette côté famille recomposée qui est assez douce, assez violente aussi. Et je trouve que par moments il glisse un peu dans le côté mes enfants, mes personnages d'enfants sont des laissés pour compte qui vivent dans un milieu qui est très hostile et qui appelle à la violence et qui leur demande de grandir trop vite, donc ils vont être naturellement plus enclins à s'énerver. Et ça, je sais plus pour quel album j'en avais parlé, c'était pour la création originale de 404 aide-moi Arnaud, les catacombes, comment ça s'appelle déjà? Big Under. Voilà, où j'avais dit, tu peux être un ado sans forcément t'énerver toutes les deux phrases. Là, avec le personnage de Enki, ça passe un peu par là, mais il le désamorce très vite en disant justement que c'est le propos, en fait. C'est ces gamins qui grandissent dans des rues sans loi, où il faut qu'ils te tuent, où il faut qu'ils te tapent, ou qu'ils se droguent pour survivre, pour endurer le quotidien. Il y a le personnage de Bambi qui contrebalance ça à fond et qui dit t'as un dialogue notamment effectivement où il dit qui dit textuellement, il dit mais je suis un homme, j'ai fait tout ça, c'est ça, et de répondre et elle qui est un peu plus âgée, qui a plutôt le rôle de la grande sœur ou de la daronne, qui lui dit en fait si on veut s'en sortir, si on veut même pouvoir quitter ce lieu, il faut que, en tout cas l'améliorer, il faut que on arrive justement à pas être des animaux, à pas vivre comme des animaux et à considérer que la violence c'est pas la solution. Ce qui est aussi un truc qu'on voit d'ailleurs dans la Cité de Dieu, avec le personnage de Bouscapé, qui est aux côtés en fait de tous ces gamins avec qui il a grandi et qui eux veulent devenir les parrains du tas de sable entre guillemets, en se tirant dessus, en se massacrant avec Zepekenio et tout. Matez ce film si vous l'avez pas vu d'ailleurs. Ouais, incroyable. Très bonne VF, soit dit en passant. Parce que je l'ai écouté quand même, pourquoi je l'ai vu. Maintenant, voilà, il y a un truc qui se passe dans l'album, c'est compliqué d'en parler sans spoiler évidemment, mais il y a un détournement vers le mystique. Ouais, le twist fantastique, on peut dire. Parce que l'autre influence la plus évidente, c'est Akira. Yes. Évidemment. Et 2 balles dans le mille. Voilà. Déjà juste pour l'esthétique, pour le côté des gamins qui pareil grandissent dans des quartiers pauvres. Dans Akira, vous avez toute cette esthétique où les rues sont taguées, le lycée est un désordre monumental, et c'est des bandes de gamins bikers en fait, qui se font des guerres de gangs, qui sont très violentes. Il y a une scène quasiment de viol dans Akira qui part vers le viol dans Akira, qui ressemble à ça. Et cette relation entre deux personnages qui sont Tetsuo et Kaneda,
Donc là, je suis tenté de vous spoiler Akira, mais j'ai pas envie de le faire non plus. Grosso modo, il arrive un truc à Tetsuo qui fait que, dans le film particulièrement, on a une porte ouverte à l'horreur visuelle et à la formation corporelle, body horror et tout, qui est un peu présente dans la fin de Slum Kids. Alors je ne savais pas qu'il n'y avait pas de suite directe à cette histoire-là, du coup. Je peux voir comment est-ce qu'il pourrait faire une sorte d'anthologie avec mes propos, mais après ça, tu vois, ce sera comme tu vois, parce qu'il y a, tu vois dans cet album-là des personnages qui étaient présents dans la courte histoire de Low Reader. Donc même s'il n'y a pas de suite directe, parce que l'idée c'est quand même d'avoir en fait un récit complet à chaque fois, tu retrouveras certainement Bambi ou Engi dans les prochaines histoires, mais qui simplement que ce ne sera pas les personnages centraux, tu vois. Ouais. Mais du coup voilà, c'est cette espèce de tournure mystique qui moi m'a surpris. Parce que je m'attendais à un truc très terre à terre avec voilà, avec juste des flingues et de la violence et de la puff, etc. Et au final, je sais pas trop quoi en attendre parce que après c'est quelque part, c'est pareil, c'est une sorte de renvoi aussi à la façon dont Muta commence comme juste l'histoire d'un gamin à grosse tête noire et qui commence à avoir des visions. Après on s'aperçoit que oh là là, mon Dieu, son corps se déforme et il est super fort à la baston. Ce qui est pas du tout nouveau justement dans l'école 6-19. Je pense que j'aurais pu me passer à la limite de cet élément-là en fait. Parce que peut-être qu'on manque un peu de place pour apprécier la saveur de ce qui nous est raconté avec, sans spoiler, avec ce nouveau personnage qui apparaît, on va dire, à la fin, et qui est expédié un peu vite et d'une manière extrêmement violente, mais extrêmement violente, je trouve, au point que ça casse un peu l'arc dramatique de Engi, qui est ce gamin un peu comme le petit frère du dealer dans Euphoria, tu vois. T'as toujours pas vu Euphoria? Non, toi toujours pas, non. Bon bah matez Euphoria et vous verrez que le petit ressemble un petit peu à Engi justement avec les cheveux courts et une envie de se bastonner un peu trop précoce. Voilà, moi c'est juste j'aurais pu apprécier un petit 20 pages de plus pour pas qu'on m'explique mais qu'on me laisse un petit peu plus savourer parce que est-ce que c'est une vengeance de l'esprit, est-ce que c'est une malédiction qui s'abat sur les slums, tu vois? Bah oui, après l'explication est donnée quand même, et c'était moi ça le reproche que j'avais à faire, c'était que par rapport à ce tournant fantastique, en fait, t'as quand même une scène de fin qui explique textuellement, qui dit ce que c'est, ouais. alors qu'à mon sens on l'avait, mais à mon sens on l'avait compris et t'avais pas besoin de le réexpliquer pour dire ça. Moi si tu veux je le comprends, oui, mais t'as quand même auparavant cette espèce de prophétesse qui voit Engi et qui est parfaitement au courant de ce qui lui est arrivé, qui est au courant de ce qui arrive à Lombric à ce moment-là. Donc pour moi, ça induit déjà l'idée qu'il y a du fantastique dans cet univers, au-delà même du côté, oh là là, à force de maltraiter des gamins, ils vont finir par, voilà, enfin et ça c'est un propos qui est plus, à mon avis, sur la souffrance justement des mômes des favelas, des mômes des bidonvilles. Mais s'il y a effectivement un truc qui est plus mystique, qui est plus sorcellerie, qui est plus Muta en fait, quoi, tu vois, qui va vraiment te développer un niveau de plus. Pas science-fiction du coup, mais fantastique dans le truc. Peut-être qu'on manque un peu d'indices au début de l'album. Ça part vraiment comme juste une rixe de ouais, c'est juste un élément de surprise. Peut-être, qui est passé là-dedans. Moi, justement, parce que je suis d'accord avec toi sur le fait que ça m'a aussi surpris. Parce que clairement, dans l'histoire de Low Reader, t'avais aussi un versant fantastique où tu voyais, en fait, l'imaginaire de Petit Rapace qui se développait vraiment dans sa façon de, voilà, tu feras du body horror, des monstres et du coup, de l'action ultra gore. Mais c'était expliqué parce que le gamin, dans cette histoire-là, était sous l'influence de drogue. Donc en fait, t'avais le côté, c'était une vision. Là, effectivement, tu l'as pas. On est vraiment, c'est un tournant fantastique, avéré, assumé et tout ça. Je sais pas si forcément il faut y chercher pour l'instant une explication outre que simplement, on part d'un principe qu'effectivement, c'est un univers dans lequel tu as une partie mystique ou fantastique qui peut être développée sans que forcément il y ait un lore incroyable à dessiner derrière. Je suis même pas sûr que tu Rapace l'y pensé, mais après le dire c'est que c'est la thématique derrière ce tournant fantastique, elle est très simple à comprendre, tu vois. Oui, donc, bien sûr. Mais c'est plus, voilà, c'est du coup la troisième partie. Enfin, ça commence comme un truc à la Mer Béton, ça finit comme un truc à la Akira, et entre les deux, je trouve qu'il manque un petit élément de liant, on va dire, passerelle, ouais. Tu vois, genre je sais pas, un personnage qui ferait un rêve ou qui aurait justement une vision, qui verrait Lombric sous cette forme-là avant que ça n'arrive, etc. Enfin, tu vois, un truc comme ça. À part ça, sinon, quand même, juste préciser pour nos auditeurs, auditrices, album très violent, quand même. Hyper violent, ouais. Il y a de la violence, pas juste en mode des mecs qui se mettent des pains ou même des mecs qui se mettent des bastos. Là, on parle d'une violence qui peut être, je
pas si le mot insoutenable est vraiment il y a quand même employé. un passage Voilà, c'est ça. un passage avec un gamin qui se fera torturer Oui. et Par puis- une sorte de Dupont et Dupont qui a la chemise du JDG. Personnage extrêmement bizarre. Parce que les adultes sont dessinés quand même de manière très toon. ouais, tu vois. mais c'est très difforme aussi de toute Ouais. façon, c'est En plus, il y a un des trait, insertions de trucs un peu cartoon, genre le gamin qui a la peluche Kermit. On voit aussi à un moment donné avec des cases enchaînées, une espèce de Minnie Mouse au milieu des débris. puis t'as même le gros chien, tu vois, qui a un air un peu à la Galuron, Ouais. presque. En fait, Ouais, tu carrément. vois. Ouais, mais le gros chien, il est adorable aussi. Ouais. C'est vrai que ça, c'est aussi un truc qui, pareil, nous rappelle l'âne dans Muta 86. Burrito. Ouais, Burrito et tout ce côté, ouais, les petits animaux qu'on va dessiner volontairement très bizarrement par rapport aux humains parce que on aime bien les animaux chez 619. Mais du coup, ouais, t'as cette espèce de choix artistique qui va pareil casser un peu les codes parce que quand tu vois les adultes, ils sont dessinés un peu comme le seraient des personnages de Popeye, quoi. Ouais. Avec des pieds énormes, des grosses paluches et un truc complètement anti-morphologique. Tu peux supposer que la vie dans le bidonville les a bien transformés. C'est tu tous vois. des junkies. Hein. C'est pareil, le Dilos, je pense qu'on va le revoir dans les prochains albums. Avec les dreads là. Ouais. Non, il s'est fait buter dans le Reader Okay, 2. je suis pas encore à jour hein, sur le Reader. Okay. Ouais. Non, il sait. Ouais. Très bien. Eh ben, désolé à toi, cher ami. Tu nous manqueras. Mais donc ouais, non, moi je trouve que c'est une bonne lecture. J'ai kiffé. Si vous êtes fan des productions 619 classiques, on va dire, ça se lit carrément. C'est un bon plaisir. C'est joli, c'est beau. Toujours un travail sur la couleur qui est assez exceptionnel. Hein. C'est une des forces du label et là, bah, ça ne démérite pas. Et c'est de l'animation figée en fait. C'est un film d'animation figé sur papier. Donc à lire. Vraiment kiffé aussi, surtout sur ce côté ultra graphique et vraiment vénère. De toute façon, ça se retrouvera, on en reparlera dans un prochain Back Issues sur le Reader 3, sur l'histoire de le Reader 3 de Petit Rapace, qui a aussi, même si elle est très calme dans son ensemble, puisque c'est deux types devant leur ordinateur, mais t'as quand même à la fin aussi des scènes hyper graphiques et c'est vrai que sur le plan vraiment ultra détaillé, enfin c'est quand même détaillé en fait, tu vois, et c'est que ça charque beaucoup. Donc même si je pense que les gens sont habitués depuis tu sais, c'est ce côté de violence super âpre que t'avais aussi dans les albums de Mud un peu façon White Trash là, Trench Foot, ce genre de choses là qui étaient aussi très 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 violents et c'est quelque chose que tu retrouves là. Par contre, moi ce qui m'a vraiment, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, parce que j'ai vu plein de gens qui disaient que c'était un album qui était porteur d'espoir, alors que pour moi absolument pas, quoi, notamment avec la conclusion. C'est pas exactement, pour moi c'est hyper nihiliste comme truc, c'est que je veux dire, même si t'as effectivement ce ciel bleu à la fin où ils se disent que peut-être ils vont s'en sortir, pour moi Slum Kids en tant que tel, c'est un univers où tu t'aperçois qu'en fait quoi que tu fasses, et c'est dommage que t'aies pas lu l'histoire dans le Reader 2, mais c'est que quoi qu'il se passe, de toute façon t'es quand même dans un univers de merde et que non, tu t'en sortiras pas, et qu'il y a pas de rédemption possible pour grand monde. Bah, le personnage qui porte le plus l'espoir sur ses épaules, c'est Bambi, évidemment. Ouais, mais même elle est complètement abîmée, tu vois, elle s'en remettra jamais. Bien sûr, mais surtout, elle n'arrive pas à empêcher ce qui arrive à ses amis, et même la façon dont ils doivent régler le problème lombrique à la fin de l'album, c'est pas spécialement en lui parlant, en lui rappelant qu'il y a le droit d'aller gentiment vers un monde meilleur, c'est vraiment plus en mode, bon bah, voilà, il va falloir qu'on règle ce problème-là pour notre pote, pour qu'il ait l'esprit tranquille éventuellement, mais la façon dont on le fait, encore une fois, c'est à la Akira, hein. C'est pas genre, rappelle-toi, on était copains avant. Non, et puis là, voilà, effectivement, la dernière case avec Stigma, je crois qu'il s'appelle. Personnage qui ressemble beaucoup à l'espèce de petit blond dans l'effet papillon. C'est le petit gamin cruel que t'as envie de mettre des coups de parpaing dans la gueule. Maté, pareil, ce film très bien avec Ashton Kutcher. Donc ouais, lui, là, par exemple, ce qui lui arrive à la fin, effectivement, je vois pas trop comment ça pourrait être. Moi, ça me fait plus penser à Scalp, à la limite, tu vois, où t'as une sorte de communauté qui a été abandonnée par les pouvoirs publics, par l'économie. Enfin, c'est vraiment les gens à la marge de la marge dont tout le monde se fout. Et en définitive, tout ce qui va se passer à l'intérieur, que ce soit ontologique ou pas, il y aura jamais d'espoir à l'horizon, il y aura jamais de rédemption, il y aura jamais de sortie même de la zone. Ceux qui vont sortir sont ceux qui vont abandonner leurs copains. Ceux qui vont survivre vont ceux qui vont sortir des choix difficiles, les pieds devant, quoi. D'ailleurs aussi dans l'utilisation des décors et cet environnement un peu sec où tu sens que c'est pas fait pour la vie humaine, ça m'a un peu fait penser à Graffiti's Wall, qui était un peu dans le même délire justement dont on avait parlé la dernière fois, de Ramvé and Undercar. Ce côté surchargé dans les décors, et puis pareil, un côté, une bande de jeunes qui évolue au milieu des décombres et qui essaie de trouver un peu sa voie et son côté communauté dans un truc qui est visiblement pas fait pour eux du tout. J'avoue, j'aime bien ce genre d'histoire. C'est un truc qui me parle beaucoup.
Donc c'est validé, c'est recommandé. Slum Kids, c'est disponible chez Rue de Sèvres au label 619, 15,90€ dans toutes les librairies. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas cher, quoi. À découvrir. Corentin, la suite, c'est un petit coup de cœur pour toi, je crois, quand même si on a des choses à redire sur l'édition VF, puisqu'il s'agit de Blanche-Neige Rouge Sang. Ouais. Donc un titre qui est publié chez Black River Comics, qui est une adaptation d'une nouvelle de Neil Gaiman, illustrée par Colin Doran. Neil Gaiman, en fait, Black River avait déjà fait une adaptation d'une de ses nouvelles lors de leur lancement l'année dernière. Hein. C'était une étude en émeraude de mémoire, ouais, que Corentin avait aussi adoré. Donc là, rebelote. En fait, une version vampiresque, on va dire, du conte andersien de Blanche-Neige, qui imagine en fait que voilà, que du point de vue de la reine, en fait, ce qui s'est passé avec les événements de Blanche-Neige, mais avec le principe d'idée que Blanche-Neige en question, si elle est toute blanche de peau, c'est parce qu'en fait c'est une vampire. C'est un peu le pitch de départ. C'est même pas un spoil de le dire. Non, c'est comme ça qu'on le dit, hein. C'est, et si Blanche-Neige était un vampire. Voilà, c'est comme ça que tu vends le pitch facilement. C'est pas un récit très très long. C'est un récit adulte, par contre. C'est assez cruel, et il y a aussi, enfin, beaucoup de sexe, hein, dedans quand même, qui prend part. C'est superbement illustré. C'est des planches, donc c'est Colin Doran qui fait des fresques, limite, en fait. Enfin, littéralement des fresques, sur chaque planche. Donc c'est très littéraire aussi dans l'approche. Donc c'est hyper bien, mais il y a quand même un mais d'abord quand même juste sur le récit, quand même, toi pour toi c'est vraiment pour moi, on est proche du chef-d'œuvre. Sans forcément exagérer ou aller jusque là, parce que ça reste une histoire qui est courte et qui a ceci de frustrant qu'elle adapte au sens propre une nouvelle, c'est-à-dire que c'est une mise en image du texte de Neil Gaiman. On va sauter des descriptions, on va sauter des didascalies. La nouvelle est très courte, hein. D'ailleurs, je pense que vous pouvez la trouver sur le site de Gaiman, enfin sur le blog de Gaiman, où beaucoup de ses écrits sont disponibles en accès libre. Ce qui est fait avec Doran, en fait, alors faut savoir que c'était déjà une proche de Neil Gaiman avant, et que l'idée de faire ce projet-là, il remonte aussi à l'idée qu'elle avait envie, elle, de faire un truc qui ressemblait un peu à de l'art nouveau. Et effectivement, c'est une esthétique qui fait très art nouveau, donc ce courant artistique fin 19e siècle, début 20e siècle, à l'époque justement du début des années 1900, vous avez certainement pu voir des illustrations de ce style-là. Un petit côté Harry Clarke, que elle, en tout cas, elle cite dans sa postface. Snow Glass and Apples, Blanche-Neige Rouge Sang, c'est Et si Maléfique avait été écrit par un adulte et pas par un studio d'abrutis. Maléfique, c'est pas un bon film, pour une raison toute simple, en fait, c'est que ça renverse une proposition que tout le monde connaît, en pensant qu'ils vont réussir à faire du nouveau pour attirer et pour provoquer. Ils vont prendre un point de vue qu'ils vont revendiquer comme étant un point de vue féminin, un point de vue rare dans les films Disney, tout en assumant le fait que tout ça est fait pour gagner de l'argent. Gaiman, lui, ce qu'il fait, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que l'objectif de son texte n'est absolument pas de remettre l'histoire de Blanche-Neige dans un ordre manichéen, qui voudrait qu'en fait Blanche-Neige soit la méchante depuis le début et la marâtre soit la gentille. C'est une histoire sur le point de vue, en fait, de ce qu'il nous a raconté. C'est une histoire sur la narration subjective. C'est-à-dire que quand vous lisez l'histoire, vous pouvez remarquer qu'il y a des trucs qui n'accrochent pas. C'est-à-dire que on vous décrit en fait comment la marâtre a rencontré à 16 ans le roi, comment ils ont immédiatement eu un coup de foudre, ils font beaucoup l'amour, etc. Comment ensuite la petite Blanche-Neige va arriver et commencer à casser leur équilibre de couple parfait. Comment elle essaie de le sauver avec des scènes qui sont extrêmement dérangeantes, parce qu'en fait elle essaie de sauver le roi en couchant avec lui, en lui faisant une fellation, entre guillemets. Puis plus tard, après, on va revenir à ce passage du conte où elle explique que elle aurait, selon les maldisants, mangé le cœur de Blanche-Neige pour se débarrasser d'elle. Elle va dire que c'est faux, mais elle va aussi dire que des gens vont dire que c'est vrai. Et donc on sait pas exactement qu'est-ce qui va être fait de tout ça. Il y a souvent des renvois là-dessus, en fait, avec ce côté, c'est pas spécialement une façon de rétablir la vérité. C'est une façon pour la reine de donner son avis à elle sur ce qui s'est passé. C'est un droit de réponse de la méchante de Blanche-Neige. Et du coup, en fait, la façon dont elle voit le monde et la façon dont elle voit Blanche-Neige, tu peux te demander ce qui était raconté est vrai ou pas vrai. La façon dont même elle voit les gens de la forêt, parce que là, en fait, ça te renvoie à des traditions plus médiévales sur les voyageurs, sur
les pèlerins, sur les habitants des forêts, les ermites, etc., qui venaient dans les villages pour faire du commerce, pour participer aux rites religieux, pour participer aux fêtes de saison, etc., et qui faisaient vivre le commerce. Et il y a de ça, en fait, dans le truc. C'est-à-dire que la raison pour laquelle la belle-mère veut débarrasser Blanche-Neige, c'est parce que sa présence induit une malédiction qui fait que les gens de la forêt ne viennent plus participer aux événements de la ville château, entre guillemets. Donc c'est super intelligent, c'est écrit à plusieurs couches. Il y a effectivement donc un truc qui est rendu au sexe, qui a une partie qui existe dans les contes depuis toujours, en fait, c'est pas une invention de Neil Gaiman, et un truc qui vraiment va essayer de serpenter entre essayons de raconter effectivement une sorte de maléfique de Blanche-Neige, où on inverse les points de vue. En fait, Blanche-Neige, c'est la méchante et la marâtre, c'est la gentille. Et à mesure que t'avances, tu vois qu'en fait, non, la marâtre, c'est bien une sorcière. C'est bien elle qui a envoûté le roi avec ses charmes féminins. C'est pas dit qu'elle l'a ensorcelé, mais c'est expliqué que la façon dont elle est rentrée sur le trône, c'est justement parce qu'elle a une sorte de pouvoir de séduction supérieur à la moyenne. On t'explique bien qu'en plus, elle sait faire de la magie. Et donc, c'est vraiment génial parce que ça construit un truc qui interroge vraiment l'interprétation qu'on donne au conte. Parce que le conte de fées, c'est étudié dans les facs de psycho, c'est étudié dans les facs de philo, c'est un truc qui a été repris. La raison pour laquelle c'est aussi intéressant, c'est qu'en fait, tu peux dire ce que tu veux à un conte de fées, en fonction d'une époque, en fonction d'un point de vue, en fonction d'une philosophie. Là, récemment, avec les mouvements MeToo et l'interrogation de la place de la femme dans l'histoire et dans la fiction, les gens se sont posé la question, pourquoi est-ce que le prince charmant va embrasser Blanche-Neige? Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans une image de la conquête, une image du viol, parce que c'est une femme qui ne peut pas se défendre et qui ne peut être libérée que par la pression des lèvres d'un homme de pouvoir. Mais t'as eu des études de ces textes et même je crois qu'il y a même des BD qui s'intéressent en fait à ce que racontent vraiment les contes, il y a beaucoup d'histoires qui sont extrêmement cruelles, mais aussi pour interroger effectivement ce que ça disait en fait de la façon de concevoir, parce que voilà, c'est des textes qui ont été rédigés il y a des siècles et qui disent la place des gosses dans la société, la place des femmes évidemment aussi, quand beaucoup d'héroïnes en fait qui passent par des trucs épouvantables. Enfin, Barbe Bleue, c'est épouvantable en vrai dans ce que ça raconte et de ce que ça dit sur la place de la femme, quoi. Donc oui, c'est il y a enfin, ce qui est marrant, c'est que on vend souvent, enfin je sais pas si c'est encore beaucoup le cas, mais qu'il y a une imagerie, notamment avec ce que Disney en a fait, tu vois, du conte de fées, enfin des contes qui seraient pour les enfants, mais quand tu t'intéresses vraiment à ce qui est raconté dedans, enfin oui, c'est ça. C'est pas forcément pour tous les publics, et quelque part il y a même des histoires qui sont particulièrement adultes en fait. Oui, et la façon justement dont Disney a essayé de contourner le problème avec Maléfique, ça a été de dire l'histoire est écrite par les vainqueurs dans ce monde c'est les hommes, et voilà ce qui aurait pu vraiment se passer si on avait voulu interroger un point de vue plus réaliste, c'est-à-dire une femme qui a été bafouée par un homme dans le film. Alors que le conte, lui, te dit plus, les contes sont faits pour être interprétés, et il aurait pu écrire une histoire de Blanche-Neige du point de vue de n'importe quel des nains, il aurait eu une histoire différente de ce qui est du conte original, il aurait pu écrire du point de vue du prince, il aurait eu une version différente de l'original, un peu comme Fables, justement, qui avait essayé de faire une sorte de synthèse entre qui était vraiment le prince charmant, c'était un gros partouzard, qui était vraiment Blanche-Neige, Blanche-Neige, effectivement, elle a niqué avec les 7 nains, etc. Et il y a tout ce côté, en fait, l'histoire qui était racontée, qui est une histoire d'horreur, hein, évidemment, c'est juste la porte d'entrée vers un truc qui est beaucoup plus intelligent et qui marche à plusieurs niveaux de lecture. Ce que moi je trouve génial, justement, parce que chez Gaiman, t'as quand même une façon, et c'était pareil pour une étude en émeraude. On peut le spoiler maintenant, du coup, c'est bon? Oui, D'accord. Enfin, du coup, voilà, on va le spoiler, donc sinon faites avance rapide à quelques minutes supplémentaires. Ouais, parce que c'est vraiment important de le découvrir avec des yeux vierges, mais là il faut quand même que. Mais si vous l'avez pas lu et que vous nous écoutez, franchement, pourquoi ne l'avez-vous pas lu? Oui, voilà. Je vous l'ai conseillé quand même, les gars. Écoute quand je parle, sinon je ne fais plus de podcast, attention. Mais par exemple, l'étude en émeraude, en fait, quand tu commences, tu te dis, ah bah voilà, c'est marrant, c'est un croisement entre Sherlock Holmes et les contes de Lovecraft, enfin les mythes de Lovecraft. Et tu dis, c'est une idée intéressante parce qu'effectivement, ils sont contemporains l'un de l'autre. Conan Doyle de son vécu a croisé, ils se sont marchés dessus en termes de génération, avec Lovecraft. Donc oui, c'est plutôt intéressant d'imaginer le crossover. Et après, tu vas plus loin dans l'album et quand ça se termine, tu dis, mais attends, c'était pas Sherlock Holmes du tout. C'était Moriarty. Et en fait, Sherlock Holmes, c'est le héros qui résiste aux forces de Lovecraft et qu'on croit être Moriarty pendant tout l'album. Et du coup, comme pour cette histoire-là, en fait, il te donne le point de vue du méchant
en te disant que c'est le héros, et c'est qu'à la fin que tu comprends que non, en fait, tu C'est une inversion de perspective. t'es fait mindfucker, quoi. Mm. Alors là, c'est quand même plus définitif. Hein. Clairement, Blanche-Neige est décrite et dessinée comme un monstre. D'ailleurs, ça te rend même au côté pourquoi Blanche-Neige, parce qu'elle a la peau blanche comme neige. Voilà. Il y a des scènes qui sont très très dures. Il y a des scènes qui frôlent le dessin un peu pédophile, on va dire. C'est-à-dire que Blanche-Neige elle-même est dessinée comme une enfant, diaphane, à peine faite au niveau morphologie, on va dire. Voilà, pas d'attribut féminin très chargé. Et t'as cette scène dans la forêt avec un prêtre qui passe par là, qui prend pas de gants, on va dire. T'as voilà cette place laissée au sexe dans la royauté. Tu me regardes bizarrement. Hein. T'as ce côté, qu'est-ce qu'elle fait avec les nains dans la forêt. Et t'as le prince charmant, qui en fait passe pour un gros puceau frustré en fait, qui arrive pas à assumer d'être assez homme pour conquérir la belle-mère, et qui donc va se rabattre sur une espèce de femme enfant qui va en fait le manipuler. Enfin, c'est super intelligent, c'est super bien fait. J'ai à peine parlé du graphisme évidemment, mais c'est magnifique. C'est extrêmement beau. C'est de l'art pictural au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire que c'est des toiles c'est des toiles d'art nouveau qui se chevauchent les unes les autres. Vous avez la postface où elle décrit son processus créatif et ses inspirations, pardon. Vous verrez que Colin Doran est une artiste vraiment très intelligente et qui va chercher plus loin que juste j'ai fait une grosse case, une petite case pour faire un effet de rythme. Parce que là, voilà, c'est à peine séquentiel, hein. C'est vraiment juste. Ce que je disais, des une fresques. page se consomme comme une page, comme une toile, quoi. Même s'il y a des mouvements de cases à l'intérieur, il faut la voir dans un ensemble comme ça. C'est très esthétique, c'est très beau, et vraiment, c'est un truc que vous pouvez faire lire à n'importe qui connaît Blanche-Neige, et d'adulte, évidemment, qui connaît Blanche-Neige, et il va prendre une petite tarte. Je crois que ça avait gagné un prix, l'adaptation de Blanche-Neige, enfin, Snow Glass and Apples a gagné un prix aux États-Unis. C'était pas un Eisner, d'ailleurs? Je me pose la question. Pas meilleure adaptation d'un autre format, ou un truc comme ça? C'est possible. Et voilà, enfin, l'édition américaine, du coup, pour parler de ce qui fâche, est plus grande, plus étendue. Enfin, en tout cas, celle que moi j'avais vue à Apple, parce qu'elle était un peu plus chère, mais pas beaucoup plus chère non plus. Alors que cette édition française, justement, suit le standard de Black River, et c'est dommage parce que on ne profite pas assez de la qualité des planches et du coup de crayon du trait, en fait, de Doran, alors que c'est quand même une histoire que tu abordes d'abord par le graphisme, avant même de t'intéresser au sens de l'analyse, etc. Un Eisner en 2020. Voilà, un Eisner. Et donc c'est une grande pote de Gaiman, elle a déjà travaillé souvent avec lui, elle a fait un passage sur Sandman, elle va refaire là bientôt une adaptation peut-être même déjà sortie, de Bon Présage. Donc voilà, c'est un truc qui est vraiment validé par Gaiman et qui participe de ce flot de sa bibliographie, parce que Gaiman, on regrette tous qu'il ait abandonné les comics pour faire de la littérature classique et des scénarios de cinéma et de séries télé, mais lui est tout à fait d'accord avec l'idée que la grosse production de nouvelles et de romans qu'il entretient depuis des années soit adaptée en comics avec ses potes, généralement, Pic Greg Russell en particulier, et que régulièrement on a en fait des très bonnes BD qui sont adaptées de l'écriture de Gaiman, qui en fait garde toujours cet imaginaire très graphique dans ses écrits, qui donc donne Nobody Owens, qui donne Blanche-Neige, etc., et qui donne une étude en émeraude. Moi je suis très content que ce soit sorti, je vous inviterai vraiment à le lire, à l'offrir aussi surtout, parce que justement un petit peu comme tu l'as dit, les films de Disney ils ont fait notre enfance mutuelle, et c'est toujours intéressant de se rappeler que c'est un dominium culturel qui interdit toute contradiction, que Blanche-Neige n'est pas simplement le joli petit film qu'on a fait Walt Disney à l'époque, qui est déjà un film beaucoup plus hardcore que ce qu'il fera plus tard, hein, quand même, parce que le film Blanche-Neige il est quand même déjà plus pressurisant psychologiquement que les trucs des années 90 qu'il fera plus tard, tu vois, enfin on n'est pas dans Pocahontas, quoi. Donc déjà, voilà, si vous pouvez commencer par là pour après aller bifurquer vers une étude en émeraude et Nobody Owens et Sandman, vous avez un chemin fléché de voilà, qu'est-ce qui est bien à lire dans les nouvelles de Neil Gaiman. Ouais. Et ce qui est vraiment dommage, enfin, donc tu as noté le fait que l'édition suit le standard. Je pense que c'est presque bizarre parce que justement c'est pas une collection. Enfin, Black River ils font des trucs très différents à chaque fois, et pourtant ils ont 404 qui est juste à côté d'eux, et j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi en fait ils ont voulu vraiment s'obliger à avoir une forme de direction artistique uniformisée sur tous leurs albums, parce que clairement que ce soit une étude en émeraude ou particulièrement ce Blanche-Neige, en fait, d'avoir un format plus grand, ça aurait quand même été beaucoup plus profitable. Surtout que il y a quand même un truc à noter, et que ceux qui ont une étude en émeraude noteront forcément, c'est qu'on est passé de 14,90 à 17,90.
sur un même standard qui est quand même un petit format comics et une petite pagination. Et même si on a vu avec Xavier Gilbert que c'était pas forcément, le prix n'était pas forcément le facteur le plus il important. Il va encore m'envoyer un DM, t'es relou là. non mais pour là, en l'occurrence, vu qu'on est sur un public de lecteurs, forcément ça va être pris en compte, et que surtout quand que même c'est pas des albums très épais en termes de pages, hein. Parce que j'ai dit oui, petit format et petite pagination. Et là, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu difficile à comprendre. Alors, certes, il y a eu la crise, pas mal de choses qui sont passées entre temps, mais plus 3 balles quand même. Enfin, de ce que j'ai compris dans l'industrie, c'est l'augmentation de taille et pas forcément un tel surcoût. Ah, si, par rapport au papier que tu peux utiliser, tout ça, ça peut quand même augmenter, mais là, c'est... Si tu l'avais fait en taille urbaine, par exemple. Tu vois, ça aurait pas été... Non, mais disons que ça aurait été justifié d'avoir cette augmentation de prix si t'as un changement du format. Voilà, là, en l'occurrence, t'as un joli effet métallisé sur la couverture, et qui est aussi appliqué, il me semble, sur le dos. Par rapport au truc, non, mais c'est esthétique, et on le sait toujours, c'est parce que ça coûte plus cher, ils ont mis cet effet pour essayer de compenser un petit peu le truc. Mais c'est quand même je pense un truc moi qui m'a quand même marqué en me disant ah ouais, quand même, pareil, tu vois. Mais j'étais un peu déçu parce que j'avais cassé les roubignoles à Arnaud pour avoir l'exemplaire de l'album. Et quand je l'ai reçu, c'est vrai que j'étais un peu mais c'est dommage parce qu'on a vraiment un tel travail graphique, une telle amplitude dans l'utilisation de la page comme un espace à occuper, que vraiment, enfin, ça fait un peu chier. Je pense quand même que je vais me prendre la VO Deluxe, en fait, qui est 2 fois plus grande, qui est taille urban. Donc vraiment un grand truc. Mais qui mérite. Oui, qui mérite carrément. Et je pense que ça dessert un peu, parce que ça aide pas non plus le fait que vu que c'est un petit format à dos noir, je veux dire, ça l'aide pas du tout à être visible. C'est vrai. Un des problèmes des comics, notamment quand du moment que t'es hors de super-héros, c'est juste d'être visible, la visibilité. Et en ayant ce forme de standard passe partout, mais du coup passe nulle part, en fait, je pense que c'est vraiment un ouvrage qui alors peut-être que on se trompe dans le fait que le nom de Neil Gaiman fait que en fait il y a tout un lectorat hors comics, on va dire, mais plutôt le lectorat, les amateurs littéraires de Neil Gaiman qui vont se ruer dessus, et tant mieux, parce qu'une étude en Emerald, j'avais vu des chiffres et ça a quand même pas trop mal fonctionné, tu vois. Ah oui, non, mais ça, j'en ai aucun doute. Par contre, là, je pense qu'il y a une erreur de calcul, parce que en fait, une étude en Emerald, c'est Sherlock Holmes, c'est Neil Gaiman, etc. C'est Lovecraft, donc ça peut parler déjà à un grand public. Mais Blanche-Neige, c'est un grand public qui est immense de conquête potentielle, justement. En disant, c'est Blanche-Neige pour adultes, redécouvrez le conte comme vous l'avez jamais vu auparavant. Tu fais un truc qui fait très franco-belge, qui fait très roman graphique, tu vas attirer... Ouais, c'est clair. Moi, je me souviens, il y a quelques années, il y a même 10 ans, je crois, quand j'étais au McDo, je t'avais raconté, non? Je passe devant la librairie 1000 pages à Vincennes, et je vois, en fait, qu'ils avaient une signature de Neil Gaiman. Et donc j'avais été le jour même pour donc j'ai des albums dédicacés, enfin j'ai des romans parce qu'ils voulaient pas qu'on fasse signer nos comics dédicacés par Neil Gaiman. Il y avait une queue de folie, et c'était alors c'était pas que des mecs pour commencer, c'était pas que des mecs quarantenaires avec des t-shirts à motifs, c'était beaucoup de nanas, beaucoup de jeunes. Bon, je sais pas, elles avaient des profils un peu variés, mais voilà, c'était pas exactement ce que nous on voit dans les conventions de comics. Et personne n'avait ramené un Sandman, hein. C'était que des lectrices et des lecteurs de littérature classique qui adorait cette production-là. Et je pense qu'effectivement, c'est dommage de ranger ça au rayon comics ou de pas faire l'effort d'accompagnement, parce qu'en fait, c'est l'occasion de créer une passerelle pour toutes celles et ceux qui ont lu ces nouvelles-là, qui veulent les redécouvrir autrement, tu vois. Ou à l'inverse, peut-être que si les gens ils seront courants, ils vont se rendre dans le rayon comics et découvrir d'autres trucs à côté, mais j'ai un peu des doutes sur ça. Moi, j'ai envie d'y croire, mais je pense que si la River veut ramener Neil Gaiman en France, toutes les critiques que on vient de faire sont annulées. Tout à fait, voilà, ça c'est bien de la connivence en direct, Corentin. Merci pour ça. On avait vraiment besoin de cette avec marque de non-probité. Allez, on passe à la suite. C'est toi qui parle. Ah, mais moi ça. Justement, puisqu'on parle de Reign, il y a ce regout de dessin, donc on va avoir je suis là pour ça, t'inquiète. Une autre démonstration mais après la critique est subjective et je revendique et je souhaite que notre subjectivité participe pleinement de ces podcasts. De toute façon, on aime ces albums ou on les aime pas, mais voilà, c'est un avis qui nous est propre là-dessus. Vous connaissez effectivement mon avis de toute façon sur le travail de Theo Sorogood. Donc on vous parle de Reign, qui est sorti aussi cet automne chez iComics. C'est une adaptation, là encore, d'une nouvelle de Joe Hill, donc le co-créateur de Lock and Key, qui est aussi romancier, qui a fait plusieurs romans sous son nom et parfois sous pseudonyme, parce que c'est le fils d'un certain petit auteur américain comme ça, qui s'appelle Stephen King, qui a un peu percé, un petit peu. Peut-être que vous en avez entendu parler. Moi, ça me dit rien du tout. C'est vrai? Non. Ouais. Du coup, il a fait une nouvelle. En fait, il a fait un recueil de nouvelles dans laquelle il y en a une qui s'appelle Reign, donc qui est adaptée ici au scénario par David M. Booher,
dessiné par The Sorogood. C'est dans le label CGG de je sais que CGG. Ouais, à chaque fois j'articule pas assez parce que je sais jamais quel c'est CGZ. CZG. CZG, moi je dis, mais ouais. c'est CZG. CZG, voilà. Donc moi je dis très très vite sans articuler pour pas qu'on capte que je sais jamais comment ça se prononce. Bref. Juste le vrai nom de Joe Hill, c'est Joseph Hillstrom King. Voilà. Donc son vrai nom c'est Joseph King en fait. Parce que c'est le fils de Stephen King. Voilà, tout à fait. L'affiliation est prouvée. Donc, de quoi ça parle? Eh bien, on s'intéresse à... Alors ça c'est Honeysuckle. Ouais. C'est vrai que avec le prénom, moi. Non, mais le prénom est pourri. Clairement, je comprends pas. Donc, c'est dans une petite ville des États-Unis. En fait, où les États-Unis sont soumis à un phénomène météorologique il pleut des aiguilles de glace, grosso modo, qui vu la hauteur du glace atome, du ciel, si tu es sous la pluie, tu meurs, littéralement. Tu te fais empaler par des millions de fines aiguilles. Donc, c'est vrai que le pitch, en fait, ils l'ont vendu toujours en disant que c'est donc Honeysuckle et sa copine qui vont essayer de survivre avec ces intempéries. Je pense qu'il est quand même nécessaire d'aborder un point qui arrive dès le premier chapitre, donc qui pour moi n'est pas vraiment un spoiler et devrait plutôt participer du pitch, c'est que Honeysuckle en fait va perdre sa copine avec la première averse et elle va être et en fait elle va tenter, vu que dans la même ville, dans la même petite ville où elle est, en fait il y a un gamin dont le père, en fait, dont les travaux du père qui était scientifique pour avoir un lien avec ces intempéries bizarres. Donc en fait elle va être dépêchée par la daronne d'aller retrouver le père en compagnie du gosse qui va les s'accompagner. Donc vraiment road trip, presque un peu façon Walking Dead, dans le sens où tu traverses une Amérique qui devient tout d'un coup post-apocalyptique, enfin qui est dans l'apocalypse littéralement, et où tu vas voir que les rencontres forcément vont être compliquées dans un temps de crise. Notamment aussi parce que le gamin qui accompagne Honeysuckle est Renoir, donc par rapport au racisme aux États-Unis, il y a forcément aussi un discours qui sera un moment présent. Et donc ce road trip qu'on suit, on va d'un point A à un point B, twist aussi forcément, qui à mon avis participe en fait à l'exercice d'écriture de la nouvelle aussi. Corentin, toi c'est bizarre ce que tu n'as pas, mais moi je vais être honnête, c'est pas le meilleur travail de Zoé Sorogood parce qu'elle n'est pas à l'écriture, c'est une adaptation d'une nouvelle, donc elle est pas tributaire du texte en l'occurrence et de ce que David Hembauer en fait. J'aime bien le pitch, j'aime bien le concept, je trouve que il y a quelque chose c'est du high concept, tu vois, forcément ça peut être adapté très facilement, ça pourrait être adapté. D'ailleurs, je trouve que c'est marrant parce que quand c'est sorti en librairie, il y avait Acide qui était au cinéma, un film de genre français où c'est pas le même principe, mais c'est en France, ils commencent à avoir des pluies acides dans le sens qu'elles sont acides et qu'elles te bouffent la peau et que du coup toute pluie devient mortelle et tu suis le destin d'une famille qui essaie de survivre dans cet environnement. Moi, je trouve qu'il y a quand même des similitudes parce que ça participe de ces récits de genre en lien avec la crise climatique actuelle qu'on est en train de vivre et avec la compréhension en fait que oui, d'ici demain et même aujourd'hui en fait des phénomènes météorologiques lambda vont devenir de plus en plus dangereux, et on le voit même aujourd'hui en France, des pluies qui deviennent diluviennes, des crues qui entraînent des crues, ce genre de choses là en fait, donc ça partit vraiment de cette angoisse climatique qui forcément résonne dans les œuvres que l'on produit actuellement. Après dans la réalisation, l'histoire est sympathique. Je trouve que l'effort de caractérisation de Honeysuckle, il est cool, même si effectivement il y a forcément une barrière du prénom, je trouve, qui est trop bizarre parce que c'est vraiment un prénom bizarre qui a pas été traduit pour le coup. Par contre, pour moi, l'atout de l'album, c'est le dessin de The Sorogood, qui est dans un entre-deux entre ce qu'elle a fait dans Billy Scott et ce qu'elle est en train de faire, enfin ce qu'elle a fait ensuite sur It's Lonely et ce qu'elle est en train de faire là sur Hack/Back to School, qui est absolument monstrueux, qui est absolument génial. Là, elle est peut-être encore en train de se chercher dans l'entre-deux en fait, entre Billy Scott et It's Lonely. Donc autant t'as des idées de mise en scène, je trouve, qui marchent très très bien sur le plan horrifique. On voit notamment dans les scènes d'averse en fait à quel point clairement il faut qu'elle continue à aller dans le bizarre, dans le fantastique et dans l'horreur, ce qu'elle est en train de faire, mais qu'il montrait déjà à ce moment-là. Après, c'est moins inventif, et justement parce qu'elle est cadrée, je pense, par le scénario d'une autre personne, c'est beaucoup moins inventif dans son découpage, dans la mise en scène, même si à mon sens ça reste super agréable à regarder. Pour moi, ça reste un titre qui participe en fait à amener cette autrice en France. Donc moi, je suis
pour le fait qu'il faille le soutenir. Mais Corentin, toi, tu n'as pas aimé du tout. Et je te laisse donc cette tribune aussi. Stratégiquement, c'est idiot. Tu devrais attendre que j'ai dit ce que j'ai à dire avant d'attaquer avec tes arguments, parce que là, du coup, les gens vont retenir ce qui se dit en dernier. Non, parce que je reprendrai après pour dire, mais de toute façon, tout ce que tu racontes, c'est de la merde. Si tu veux, on peut enchaîner en vrai. Hein. Non, mais non, vas-y. Si ça vous intéresse, que si les arguments d'Arnaud vous convainquent. Non, mais mais ça dépend. De toute façon, on n'est pas obligé d'être tout le temps d'accord non plus. Et les gens savent, enfin, je crois, identifier à peu près ma façon de penser et les goûts que je peux avoir. Donc, et ils savent aussi quels sont tes goûts et ta façon de fonctionner dans le récit. Moi, je t'ai dit, je suis viscéral, toi, t'es cérébral. Donc, les gens se feront de toute façon pas leur propre avis. Cerveau, tu vois. Il y a des trucs qui sont pas désagréables dans cet album. Une espèce de parabole un peu anti-Trump ou des petits détails par rapport à ce que c'est d'être une femme lesbienne aux États-Unis dans le présent. Toute l'intro est sympathique, par exemple, où elle décrit un peu sa communauté, etc. Le problème, c'est que tu vas rien pouvoir en faire de cette communauté, parce que en fait, la plupart se font chlasse dès la première averse. Le personnage principal, je trouve, est une caricature en fait d'héroïne survivaliste classique en fait. C'est-à-dire que ce qu'on va faire de ce personnage-là, c'est une recherche du souvenir de la meuf qu'elle a perdue. Et du coup, pour ça, il faut qu'elle voyage, parce que le voyage induit une sorte de recherche, de poursuite de quelque chose et d'effort. C'est littéralement, en fait, le voyage est une recherche. Voilà. Donc, c'est pareil dans toutes les œuvres de post-apo, c'est pareil dans La Route, c'est pareil dans Walking Dead, c'est pareil partout. Et dans Last of Us, voilà, c'est la recherche de la paternité pour Joël, la recherche de être une fille normale pour Ellie. Et c'est à travers le voyage qu'ils accomplissent ça, parce qu'elle recherche la mère de sa meuf. Ouais, voilà, exactement. Tu peux créer des étapes par rapport à ça, et en même temps, voilà, elle emmène le petit gamin qui recherche son père. Voilà, qui recherche son père. Donc, en fait, c'est très formel, très classique, et honnêtement, moi, je connais pas bien l'œuvre de Joseph Hillstrom King. J'ai surtout vu Horns, que j'ai adoré, pour le coup. Je trouve que c'est un film génial et Lock and Key aussi, évidemment, mais je trouve que c'est une façon assez intéressante dans Horns de dire, voilà, il a des cornes, et puis c'est tout. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de raisonnement à trouver, etc. Il a des cornes parce que il se sent coupable pour la mort de son ex. Et ben là, c'est pareil. Je comprends pas pourquoi est-ce que comme tu dis, pour moi, l'allégorie climatique, elle marcherait 10 fois mieux s'il y avait pas, en fait, sans vouloir vous spoiler, on va expliquer ce truc-là. Et c'est ce qui participe du twist. C'est, sans vouloir vous dire comment ça se passe, il y a une explication qui est donnée. Et je trouve ça idiot parce que moi, j'avais cru comprendre, du coup, que, en fait, Joel, contrairement à son père, il allait juste poser une idée en place publique, dire regardez, c'est bizarre, mais c'est ça le monde dans lequel on vit, et voilà, démerdez-vous avec ça, et ce sera l'allégorie qui va soutenir l'album. Et ben là non, en fait, parce que la fin fait très mauvais film d'horreur à mon sens. C'est-à-dire que justement on a même des scènes de mauvais film d'horreur avec un coup de machette et tout, qui donne une imagerie qui est très série B, un truc qui, je pense, se veut ou a été vendu comme plus intelligent que ça. En définitive, moi j'ai pas appris grand chose à la fin de cet album. J'ai appris que oui, il fallait pas polluer, et que le climat était instable, que elle aimait beaucoup Yolanda, enfin elle était amoureuse de Yolanda et ça donnait un sens à sa vie à elle. Très bien, super. Le personnage principal lui-même qui devient une sorte de mère de substitution, et aussi un rapport assez personnel à son passé, à sa famille. En fait, voilà, il y a rien qui clique, quoi. Je pense que c'est l'écriture de Bauer, hein, qui peut-être digère très mal. Il faudrait que j'aille lire la nouvelle pour comprendre exactement ce qu'il a voulu en faire. Mais non, pour moi, ça ne clique pas, en fait. C'est une histoire qui fait très début Image Comics, avant la reprise par Stephenson, enfin, je veux dire, pendant la reprise par Stephenson, à l'époque où justement... c'est pas du Youngblood. Non, mais je veux dire, post 2003, on va dire, à l'époque où t'avais toutes ces espèces de petites mini-séries qui faisaient très post 11 septembre, qui faisaient très l'Amérique a été castrée, qui faisaient très faisons un road trip à travers des highways, comment on dit, des autoroutes où les voitures sont vides et compagnie, tu vois. Enfin, c'est vraiment ce genre d'histoire-là qui, pour moi, manque d'âme, qui manque d'un souffle neuf. Et il suffit pas qu'en fait la pluie devienne des chardons de glace pour que ce soit neuf. En fait, c'est juste une façon intéressante de mettre de la substance. Mais derrière, je vois même pas quel rapport ça peut avoir avec ce qui arrive à Yolanda, Honeysuckle. Et ça, c'est pareil aussi. Je veux pas faire mon vieux con, mais une raison pour laquelle moi j'ai du mal avec les romans fantastiques de King ou les romans young adult en général, c'est ce côté on donne un prénom à coucher dehors à notre héros, à notre héroïne. C'est un petit détail évidemment, mais c'est comme Salisbury McMuffin se réveiller un beau matin de printemps, etc. T'as envie de dire mais les gars, si vous voulez juste me mettre en immersion dans votre histoire, donnez-moi un personnage auquel je peux ressembler, ou au moins que je pourrais avoir croisé, ou qui pourrait exister. Là, il y a une façon de dire, il y a une voix qui vient d'apparaître là, c'est trop bizarre. T'as
ton PC parle. C'est parce qu'en fait, il y a Siri qui se met en route parce que tu dis des mots elle doit enregistrer. Siri cherche est-ce que Trump va mourir l'année prochaine. Vas-y. C'est mon nom, mais arrête. C'est bon, il meurt l'année prochaine. Donc voilà, tu vois, c'est plus ça. Il y a une façon en fait très plate pour moi de raconter l'histoire. Et le problème, c'est que je trouve le dessin aussi assez plat. En fait. C'est-à-dire que l'expression qu'elle donne au visage, la façon qu'elle a de poser une tête sur un cou ou de poser une structure dans une case, peut-être que ça rend beaucoup mieux dans It's Lonely parce que justement c'est une histoire. C'est différent, c'est encore différent. Et qui est plus, comment dire, claustrophobe, ouais. tu vois, et c'est son espace à elle et qu'elle s'approprie. Là, le côté de la campagne américaine, ces rues vides, vraiment vides, je trouve. C'est pas pour rien, c'est vide parce que justement la vie a déserté ce monde. Mais les visages, les yeux, les regards extrêmement vides de Pantin. Il y a une scène où t'as un mec qui tord le cou, enfin qui égorge un autre mec par derrière. C'est dessiné avec une sorte de case en plan-pied, un peu vue en arrière, où le personnage qui se fait égorger a une tête sans expression et le mec qui égorge a une tête sans expression. Peut-être que c'est l'effet qu'elle recherchait pour qu'en fait on se dise voilà ce qui peut arriver demain. C'est-à-dire qu'on met même plus d'émotionnel dans la mort, la colère, l'agressivité. Mais ça fait en fait pour moi que l'album en général est d'une platitude, d'un manque de relief, d'un manque de surprise effarant, et les réponses qui sont données non pas du tout. Très honnêtement, je pense que c'était pas le bon projet pour So Good. C'était pas la bonne nouvelle de Hill à adapter. En tout cas pas comme ça, parce que depuis il en a parlé, il a dit que justement lui ça lui plaisait bien de travailler avec Sizigi et qu'il se verrait bien adapter une de ses nouvelles lui-même, parce que là il a dit qu'il faisait une pause des comics, mais que comme Neil Gaiman il n'était pas contre l'idée que ça continue. Oui, de revenir un jour. Ouais. Voilà. Ceci étant dit, je m'écoute parler, il faut savoir que moi je n'aime pas Lock and Key. C'est une histoire qui ne me parle pas pour des raisons personnelles, parce que je n'arrive pas à me connecter à ces personnages, et que le concept de déclé, je trouve ça complètement con. Il est fou. Mais non, mais voilà, je le dis honnêtement pour que ceux qui m'écoutent se disent ouais, c'est un peu dur Corentin quand même, c'est Joel et tout. Voilà, moi je suis pas fan de Joel de base, j'ai vraiment apprécié que Horns de ce que j'ai lu de lui. Si Basket Full of Heads, ben voilà, tiens, c'est aussi un bon exemple. Il y a pas d'explication à genre la hache qui décapite, pourquoi est-ce que sont encore en vie, tu vois. C'est juste bizarre, et c'est une façon de faire du bizarre qui est agréable, comme dans Plunge aussi. Donc je t'avoue que c'est vrai que le twist explication dans les faits n'est pas nécessaire. Enfin apporte une sorte de rationalisation qui était pas forcément vitale pour le récit, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, si tu me dis pas que c'est Joel qui a écrit l'histoire, si tu me dis même pas que Zoé Thorogood est une meuf qui va compter demain, qu'elle a déjà fait un chef-d'œuvre qui est It's Lonely, même j'ai lu Billy Scott, je trouve que c'est quand même assez différent graphiquement. Limite l'album il me tombe des mains, quoi. Donc moi je vous le conseille pas du tout. Après vous avez l'avis d'Arnaud, vous avez mon avis à moi. À mon sens, c'est bien que Thorogood soit repéré par Ashley Wood et Chris Ryall, parce que c'est deux mecs qui sont très intelligents. Si Ziggy, c'est une bonne maison, pour l'instant. Sachant d'ailleurs que, enfin, vas-y, pardon. Et voilà, bref. Mais c'était pas le bon projet pour elle. C'est justement quand tu vois ce que fait à côté Ashley Wood sur son truc vraiment plus vampirique, plus le mec immortel qui passe dans les backups et tout. Là, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus recherché, c'est beaucoup plus un truc qui pourrait lui plaire à lui parler à elle, je pense. Alors que là, on s'est peut-être plus dit, là, je veux pas caricaturer, mais peut-être on s'est juste dit, c'est une histoire avec une héroïne qui a un certain âge, qui est une jeune femme. Zoé Thorogood, c'est une dessinatrice qui va percer demain, et il se trouve que c'est elle aussi une jeune femme qui pourrait se poser les mêmes questions que Nitsukel dans son rapport à la vie. Du coup, c'est logique de la prendre elle pour ce projet-là. En fait, pour moi, non. C'est pas un truc qui lui ressemble, c'est pas un truc qui lui correspond. Et graphiquement, ça se voit, quoi. Voilà. Et pourtant, juste pour conclure, en l'occurrence, pour pas donner tort forcément au ressenti de Corentin, mais Rain en tant que tel, c'est quand même 3 nominations aux Eisner Awards de cette année. Bah ouais. Donc pour le meilleur artiste peintre ou artiste multimédia de The Thorogood, pour les meilleures couvertures et pour la meilleure adaptation d'un autre média. Donc ça a changé les Eisner. Hein. C'est plus que c'était. Mais voilà. Moi, je suis un peu triste, du coup, que ça t'ait pas parlé plus que ça. Mais je suis d'accord sur le fait que, par contre, c'est vrai que ce n'est pas son meilleur travail. Parce que je pense que, et ça se voit particulièrement avec, il faudra qu'on y revienne un jour. Je pense pas que ça sortira en France, mais avec Hack / Back to School, qui est aussi, qui est pas son univers. Hack / c'est pas sa création, mais par contre, sur ce titre d'un autre créateur, elle est à l'écriture. Et peut-être que dans une autre réalité, si elle-même s'était emparée du scénario de Rain
et qu'elle avait écrit ce truc, je pense que ça aurait eu quand même un rendu différent, que ça aurait une autre personnalité aussi, et que c'est clairement c'est son travail le plus impersonnel parce qu'elle n'est qu'une artiste commanditée là-dessus. Oui, littéralement. Ouais. Mais c'est pas pour autant, moi, moi, j'ai quand même bien apprécié cette BD, même si effectivement le twist était pas forcément le bienvenu, et que je trouvais qu'il y avait effectivement ce côté juste il pleut des putains d'aiguilles, deal with it, aurait fonctionné en tant que tel. Mais donc, vous avez donc deux avis divergents. Pour une fois, c'est pas souvent que ça arrive en plus, hein, dans ce podcast. En général, on est quand même plutôt d'accord sur un terrain d'entente. Là, on se finira pas sur un terrain d'entente. Mais donc, Reign, c'est disponible pour 20€ aux éditions iComics. Donc, disponible depuis septembre dernier. N'hésitez pas à soutenir ce travail en attendant donc la masterpiece que sera It's Lonely, sur lequel je ferai le même forcing que pour Ultra Mega. D'ailleurs, je crois que vous avez déjà capté que j'avais déjà commencé. Ensuite, Corentin, une sortie, enfin je me fais juste un petit topo puisqu'on est sur une BD qui, toi, ne t'intéresse, enfin je me suis dit que ça ne t'intéresserait pas, peut-être parce que je suis mauvaise langue, mais un titre qui est sorti il y a beaucoup plus longtemps, qui est d'ailleurs sorti il y a 1 an en fait, et que j'avais envie de replacer. Pourquoi? Mais parce que en fait, vous verrez dans les Super Friends qui arrivent prochainement, on a fait une interview avec Wendy. Alors c'est Wendy, moi je vais le dire à la française, Wendy Xu. Je sais que ça se prononce pas comme ça, mais donc une autrice américaine d'origine chinoise qui a fait Tide Song. Shu, alors. Ouais, Shu, ouais, merci. Tide Song, et elle vient de sortir Mooncakes, sauf que chronologiquement, en fait, Mooncakes, c'est un de ses premiers albums. En fait, c'était un webcomic qui est devenu ensuite une publication en album, qu'elle avait juste dessiné et pas écrit. Et Tide Song, en fait, c'est son premier album entièrement écrit et dessiné. C'est pour ça que c'est lui que j'avais plus envie de mettre en avant que Mooncakes, parce que je trouve simplement aussi que Wendy Xu, en fait, est meilleure quand elle écrit et dessine à la fois. Donc Tide Song, de quoi ça parle? En fait, c'est une histoire un petit peu de fantasy, sorcellerie. C'est Sophie, une sorcière qui a peine un petit peu à maîtriser ses pouvoirs, qui part en fait chez sa grande tante pour apprendre à maîtriser correctement sa magie. Sa grande tante, qui est assez relou, on va dire, et qui lui fait faire plein de corvées, qui lui dit que de toute façon il n'y arrivera pas, qu'il faut qu'elle s'entraîne, qui est vachement assez difficile là-dessus. Et donc en fait, un soir, elle décide quand même de partir s'entraîner toute seule. Donc elle est sur une île. Elle va donc au bord de l'eau pour apprendre à maîtriser son sort de magie, sauf que le sort part en couille, et en fait ça la lie avec un dragon des mers, puisque c'est vraiment très inspiré de la mythologie asiatique chinoise. J'avais fait une news sur ce truc. Ouais. Okay, ouais. Pardon, ouais. Et donc en fait, après elle va devoir essayer de résoudre ce problème, donc d'apprendre à maîtriser sa magie, sachant que le dragon en question, c'est un jeune prince dans le peuple aquatique, et que son père à un moment va se rendre compte que son fils a disparu, et comme il est persuadé qu'on lui a enlevé, en fait ça a commencé à partir en cacahuète, parce que il veut se venger, en fait, il veut vraiment se venger de qui lui a volé son fils. Et donc un récit jeunesse, dans le fait qu'on a des protagonistes vraiment adolescents, mais qui au-delà du spectre vraiment du seul tournant magique, est vraiment, enfin moi je les trouve vraiment super par rapport au fait que ça parle beaucoup d'autodépréciation, en fait, d'avoir cette gamine qui galère à maîtriser sa magie, qui se met énormément de pression justement pour réussir, en fait, comme les figures maternelles qu'elle a. Et à côté, pareillement, un jeune garçon qui est pas assez bien par rapport à sa famille. Ils essaient de se lier d'amitié, de s'entraider, mais tu t'aperçois qu'il y a des dissensions aussi, que quand tu fais parfois des choses pour quelqu'un, t'attends quelque chose en retour, et que quand ça vient pas, ça crée des frustrations. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une dynamique sur les personnages qui est hyper cool. Et toujours, en fait, quand j'essaie de lire de ce genre de bande Disney, c'est de me dire, est-ce que j'aurais pu avoir ça? Est-ce que j'ai lu ça quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, quand j'étais gamin? Et c'est vraiment ce genre de thématique où j'ai pas forcément l'impression d'avoir souvenir d'avoir ce genre d'histoire, et je pense que ça fait je vais pas dire un truc, ça fait du bien, ça fait réfléchir et tout ça, mais vraiment un univers sympathique. Et puis surtout, déjà c'est assez épais, parce que ça fait quand même 240 pages, et c'est présenté dans un format softcover qui est quand même plutôt assez épais, et surtout le trait est super joli. Si vous aimez l'animation, tendance japonaise et tendance Miyazaki, je crois que tu l'avais déjà vu dès la couverture. Il y a ce côté pogno qui est ultra présent immédiatement. Ouais. Peut-être même un côté un peu Kiki la petite sorcière, forcément, vu en plus le contexte. C'est vraiment très joliment dessiné.
Même Chihiro, la fille qui a ouais, mangé Chihiro un aussi, dragon. non, mais voilà, mais enfin, tout le monde lui a dit, elle en est très consciente. Il y a un bestiaire qui est développé aussi, pas forcément dans le fantastique, mais aussi dans la faune aquatique, parce qu'il y a quand même aussi une petite portée un peu écolo sur les bords, dans ce que ça montre et dans ce que ça raconte. Et voilà, donc c'est hyper agréable pour les yeux. C'est une histoire, je trouve, qui est complète en fait dans la trajectoire de son héroïne, qui est attachante, où tu as vraiment un ensemble de personnages et un petit microcosme d'univers qui est vraiment très chouette à découvrir. Et ce côté fantasy en plus. Alors c'est vrai que je sais plus si ça se retrouve, je crois que ça se retrouvera dans l'interview, mais si pour les non anglophones, où je lui dis en fait on voit beaucoup dans la littérature jeunesse, young adult, la magie. En fait, tu vois, parce que pas mal chez Bliss et chez Kinaï, en fait, on voit souvent que c'est ces titres-là qui sont choisis. Et en fait, c'est pas du tout représentatif de la majorité de ce qui sort aux États-Unis. En fait, ce qu'elle me disait en interview, c'est qu'elle disait vraiment, en fait, les éditeurs français qui s'intéressent à la BD américaine jeunesse font un super travail, en fait, de sélection pour apporter vraiment les titres de genre, en fait, parce que apparemment, grosso modo, la base qu'elle me disait, c'est que en fait ils demandent tous, notamment avec des auteurs donc et des autrices d'origine asiatique ou afro-américaine, en fait, c'est de faire juste des trucs ultra terre à terre sur un gars, enfin de faire du American Born Chinese mais premier degré, tu vois. Et justement elle disait mais en fait mais faire des récits sur des gamins qui vivent le racisme ou je sais pas quoi, ça sert à rien, parce que les gamins qui vivent le racisme, ils le vivent déjà, donc ils ont pas besoin d'une histoire pour leur raconter ça. Donc en fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est juste autre chose, c'est utiliser notre imaginaire et faire des récits de genre, de fantasy, de fantastique, de science-fiction et tout ça, où il y aura pas forcément des thématiques liées au racisme. Mais là, clairement, c'est de la confiance en soi, c'est apprendre à se faire confiance à soi, à dialoguer avec les autres, à se parler, sur les non-dits familiaux aussi. Il y a toute une thématique familiale derrière aussi qui permet de voir en fait comment tu peux avoir une pression familiale qui crée des cassures, et comment tu essaies quand même de les rabibocher. Donc voilà, il y a vraiment tout un tas de choses qui permettent aussi, qui je pense trouve que c'est une bonne lecture aussi pour des adultes. On n'est clairement pas sur un truc enfantin non plus. Et donc voilà, je sais que Corentin ne l'avait pas encore lu. Ça m'intéresse. Mais même moi j'ai mis du temps à lire, parce que comme dit c'était sorti. Hadmi at Miyazaki. C'était sorti en octobre 2022, c'est toujours disponible chez Bliss. Donc il y a Mooncakes qui est sorti chez eux également, qui est plutôt sympathique aussi, que moi j'aime moins. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de mettre l'attention donc sur ce bouquin, parce que même s'il y a du retard, tant que c'est disponible, je pense qu'il n'y a pas de mal à aller le découvrir. Donc c'est disponible en librairie pour la somme de 25€. Gros petit pavé là que je vous recommande. Et on va terminer déjà non, parce que ça fait une heure. Ouais, ça fait déjà une bonne heure qu'on parle. Ouais. Donc, on termine avec les flingues. Avec là on est sur là aussi je crois qu'on sera pas forcément d'accord, donc parce que on voulait faire un petit point sur le Punisher de Jason Aaron. Tu veux dire le Punisher de Jason Aaron, qui a été publié en 3 tomes chez Panini Comics, qui est donc attendez l'intégrale, hein, ou le deluxe. Bah je sais pas si elle arrivera. Oh bah tu rigoles ou quoi? Tu veux faire un pari? Ils vont tout faire dans cet album? Je serais assez prêt à le parier, hein, franchement, parce que de ce que je connais, j'ai pas du tout vu ça dans les plans, j'ai pas eu l'impression que c'était discuté, donc franchement, mais j'en sais rien, j'en sais honnêtement rien, mais je suis pas sûr. Mais donc dessiné par Paul Azaceta et Rezu Saiz pour des scènes du présent et du passé, donc un travail sur 12 numéros qui était là surtout pour remettre le contexte éditorial, pour en fait mettre les points sur les i sur qui est Frank Castle, qui est le Punisher en tant que symbole, notamment puisque Marvel a eu beaucoup de problèmes avec la reprise du célèbre logo à tête de mort par l'extrême droite, par la police, par les par les militaires, et en fait par tout un tas de mouvements extrémistes à tendance néofasciste, sur lesquels en fait ils ont perdu la main complètement. C'est ça, à cause du sniper célèbre qui a inspiré le film American Sniper, qui était fan du Punisher, qui l'avait sur son casque, et ça a été repris ensuite par effectivement les condés aux États-Unis, les condés un peu violents, et ensuite par le mouvement QAnon, où on a vu dans les manifs des néo-nazis américains des logos un peu partout. Et même si Marvel ne dira jamais que c'est vrai, ils ont parfaitement conscience du problème. Ils ont réfléchi à l'idée d'attaquer en justice ceux qui vendent du merch Navy Seal, enfin du faux merch Navy Seal avec le logo du Punisher dans des couleurs du drapeau américain. Et quand j'avais eu, encore une fois, je le répète, l'occasion d'interviewer Mark Waid, il m'avait dit en micro que oui, Marvel ne savait pas en fait s'il fallait attaquer, parce qu'ils avaient peur des retombées politiques, si les politiciens d'extrême droite qui étaient à l'époque, qui sont toujours aussi nombreux aux États-Unis, puisque le camp républicain est devenu très, très néofasciste,
s'emparer du problème et appeler au boycott de Marvel. Donc l'idée, c'est de dire, avec cette maxi-série, de revenir. Donc le pitch de base, c'est que le Punisher est devenu le bras armé, la main armée dans l'organisation, la main. Enfin, c'est le point, oui, d'ailleurs. C'est le point de la main, donc c'est le point de la main. L'organisation criminelle ennemie jurée de Daredevil. Pourquoi il fait ça? Eh bien, parce qu'on lui a promis le retour, donc, de sa femme et de ses enfants. Donc, en fait, qu'est-ce qui pousserait le Punisher vraiment à s'associer aux criminels qu'il a pourtant juré d'éliminer? Bah, en fait, ce serait c'est qu'on lui redonne, en fait, ce qu'il a perdu, ce qui est à l'origine de son traumatisme, hein, ce qu'il fait quelque part, pour certains qui l'interprètent comme ça, une sorte d'anti-héros, en fait, parce que c'est vraiment, en fait, s'il fait sa guerre contre le crime de façon aussi expéditive, c'est pour une bonne intention. Et en fait, toute la maxi-série tend à te présenter Frank Castle sous un autre jour, notamment par ces scènes de flashback, et à te dire en fait que le Punisher, en fait, c'est une figure tragique, effectivement, c'est la victime d'une tragédie, mais en fait, rien ne justifie ses actions. Et surtout, le Punisher n'est pas né au Vietnam, en Afghanistan, sur un champ de bataille. Il a toujours été à l'intérieur de Castle. Ouais, voilà, quelqu'un de violent, et de dire que rien ne justifie ce qu'il fait, et pas même cet argument de j'ai perdu ma femme et mes gosses par rapport justement à la réaction que va avoir sa femme quand elle va découvrir en fait ce qu'il entreprend en son nom, et parce qu'il y avait un événement justement qui est si fondamental de ce qui s'est passé juste avant que sa femme et ses gosses se fassent descendre. On va se permettre de spoiler parce que je pense que tu peux pas parler en fait de ce récit sans aller vraiment dans le fond de ce qui est raconté. Donc c'est 3 tomes disponibles chez Panini. Corentin dit attendez l'intégrale, je suis pas certain qu'elle arrive, mais en tout cas on va vraiment parler de ce que ça raconte et de ce que ça apporte au personnage. Moi j'ai pas du tout été emballé. Enfin il y a quelque chose dans le propos qui m'a plu dans cette déconstruction ou reconstruction de remettre les points sur les i, mais par rapport à ce qui nous arrive à la fin, je trouve ça absolument horrible vraiment. Mais Corentin n'est pas forcément d'accord, donc lisez-lui en bibliothèque si vous voulez pas le prendre en librairie, mais en tout cas à partir de ce moment-là, et du coup vu qu'on termine cette émission, on est dans du full spoiler. Ouais, d'abord, moi je vais d'abord analyser sans spoiler. Voilà, mais du coup d'abord Corentin analyse un petit peu sans spoiler. Toi tu trouves que c'est très bien, je crois. Alors déjà graphiquement c'est une dinguerie. Oui, ça par contre. Voilà, ça y a pas à tortiller, c'est tortiller. Putain, je parle comme un blaireau. Y a pas à hésiter sur les termes. Azzaketa et Jesus Saiz, ils ont 2 styles qui ne se ressemblent pas du tout, mais qui se répondent extrêmement bien. C'est que d'un côté, on a ces origines de Frank Castle qui vont être dessinées comme parce que Azzaketa est assez proche du style Alex Malif, pas du tout, du style David Hara. Et John Paul Leon aussi. Et John Paul Leon, c'est toujours un peu la même filiation, avec des structures qui vont avoir des ancrages assez épais, un dessin qui va beaucoup utiliser les aplats de couleurs, qui va très plat. Très plat. Un style qui évoque en fait la bonne époque de Marvel Knights, et une histoire en fait qui revient vraiment à l'idée que Castle, donc n'étant pas un héros et un modèle à suivre, est un tueur. C'est Jason Aaron qui remet du sens dans cette histoire-là. Quel plaisir de revoir Jason Aaron faire du Jason Aaron. C'est-à-dire que l'un des propos fondamentaux de sa biographie, c'est l'humain est bestial et l'humain est amené à détruire. Vous avez ça dans Scalped, vous avez ça dans Southern Bastards, vous avez ça, j'avais écrit un papier là-dessus sur Comics Blog d'ailleurs. Et vous avez ça surtout dans The Goddamned, où en fait il revient à l'origine même de l'humanité, c'est-à-dire la genèse biblique, et on voit le point de vue de Cain, le premier criminel, qui est en fait le grand héros mythique, le Conan le barbare, le héros fondamental, le premier héros biblique dans la vie de Jason Aaron, dans sa carrière, c'est Cain, donc le mec qui tue le premier. Et il va assister un peu désespéré justement à l'idée qu'en fait il a créé cette humanité en étant le premier être humain bestial. Et ben du coup le Punisher c'est un héros qui est taillé pour Jason Aaron parce que justement c'est un mec qui vit dans la guerre. Il vit dans la guerre tout le temps avant même de faire la guerre. Il est dans le conflit, il est dans la destruction, et depuis qu'il est petit il fait ça en fait. Donc l'idée que on commande à Jason Aaron une série pour lui demander s'il te plaît casse l'image cool du Punisher, punis-le justement, faisant un héros qui n'a jamais été un mec qui avait l'intention de rendre le monde meilleur en tuant les criminels, qui est juste un psychopathe, qui est juste un tueur parce qu'il ne connaît que ça, il n'aime que ça, il ne se sent vivant que lorsqu'il massacre ou lorsqu'il assiste à la mort. Il y a des scènes où il va avoir des exécutions publiques comme un maniaque qui irait au cinéma porno. C'est littéralement de ça dont il s'agit, hein, tu vois. Il va voir des mecs qui se font buter sur la chaise électrique et il kiffe. Et il a un regard de malade habité, tu vois. Ça, c'est vraiment une lecture ultra authentique
sans compromis. Je ne pensais pas qu'on aurait droit à ça chez Marvel en 2023. Très honnêtement, en 2022. Très honnêtement, surtout pour un personnage qui a été adapté à maintes reprises. Hein. Il y a eu 3 films, Punisher, il y a eu une série télé, il y a eu des jeux vidéo. Mais qui sont tellement fades, en fait, en le Warzone n'était pas trop mal, et la série télé, c'est sympa aussi, même si elle triche aussi avec l'image de elle triche de ouf. On a, pareil, tu vois, c'est comme quand Garcinis avait commencé à travailler sur le Punisher à l'époque, et il y avait un moment donné où t'as un autre justicier qui s'inspire de ses faits. Je sais plus comment il s'appelait. C'était un mec d'extrême gauche, en fait, qui allait dans les bureaux, qui butait les patrons, etc., etc. Et en fait, Punisher, il finit par le rattraper et il le chlasse. Et il lui dit, mais en fait, ton idée était pas conne. Ouais, c'est bien, parce qu'effectivement, les patrons sont des criminels. Les 1% sont des criminels. Les milliardaires sont des criminels. Par contre, t'as fait une connerie. C'est que t'es rentré dans le bureau tel jour. Et en tirant au hasard, t'as aussi tué la secrétaire. Et elle n'avait rien demandé à personne. Donc t'es un criminel toi aussi, donc je vais te buter. Et ça, c'est la logique, justement, de Ennis, qui était en fait, oui, non, mais le Punisher, c'est pas du tout un mec sympa. Moi, j'aime bien les mecs qui butent, donc je vais le rendre cool et je vais en faire un cowboy moderne. Mais c'est un héros qui est absolutiste. Et là, en fait, on le renvoie à un truc très humain, très faillible, en fait, et même extrêmement cruel dans ce que Aaron en fait. C'est-à-dire que il va même lui arracher sa motivation principale, qui est de venger sa femme et sa famille. De dire que c'est un traumatisé. C'est un mec qui est rentré au pays avec un PTSD, et quand il voit que la guerre sur place aux États-Unis, la guerre contre le crime, lui arrache sa femme et ses gosses, il reprend le combat, il reprend les gants, et il va faire la guerre aux États-Unis. Ben là, non. Là, en fait, on te dit, non, mais c'est pas vrai. En fait, depuis le début, déjà, il a jamais été un mari idéal. Il a jamais été engagé dans une relation vraiment totale avec sa famille. C'est-à-dire que même quand il était avec eux, il pensait à tuer. Même quand il était avec eux, c'était un mauvais père. C'était un mauvais mari. C'était un mec très intérieur. Et c'est fait avec nuance. C'est-à-dire que tu vas avoir des scènes qui vont être très tendres, où tu vois Castle qui dort avec ses gamins dans la tente qu'il a installée au fond de son jardin pour se rappeler comment c'était au combat. Tu vois qu'il se rapproche de sa femme par moment. Tu vois qu'il s'en éloigne par d'autres. T'as la voix intérieure de sa femme qui nourrit quasiment tous les flashbacks et qui est un point de vue, je crois, qu'on n'avait jamais entendu jusqu'ici. C'est-à-dire, c'est quoi être la femme du futur Punisher, du futur plus gros psychopathe des États-Unis. Tu vas aussi avoir des nuances. C'est-à-dire que, par exemple, t'as un moment donné où t'as Wolverine qui va cavaler après Big Pun. Et à ce moment-là, Punisher, il fait, ouais, mais d'accord, vas-y, tue-moi. Mais par contre, il faudra peut-être que tu te tues ensuite, frérot, parce que t'as autant de sang sur les mains que moi, sinon plus. Et tous ces nuances-là, en fait, c'est génial parce que ça amène à une histoire qui est clairement faite pour sanctionner l'image du Punisher, pour qu'on évite de dire que ce mec-là est un gars cool. Et la fin, justement, c'est ce qu'elle a décevant. C'est qu'en fait, à la fin, tu te dis, ouais, mais du coup, en fait, rien n'est justifié. Mais oui, c'est le but. C'est pas justifié parce que justement, on est là pour te dire que c'est injustifiable. Et dans toute cette histoire-là, il arrive quand même à mettre des nuances, à mettre des moments où tu vas être accroché en disant, ah, mais en fait, il est pas totalement perdu. Il va réussir à reconnecter, à retrouver le chemin. Et en fait, non, il retrouve pas le chemin, et toute l'aide que veulent lui apporter ses camarades et ses collègues de la maison Marvel, a commencé par Daredevil, puisque Daredevil lui-même s'est éloigné, en fait, de la voie de la justice et de la vérité, le jour où il a accepté de devenir, la bête pour la main dans Shadowland. D'ailleurs, cette histoire-là qui justifie Shadowland, ce que je trouve personnellement assez merveilleux, qui vient le voir et qui lui fait, Franck, mais tu te rends compte quand même que t'as ressuscité ta femme, c'est complètement taré, frérot. Il faut pas faire ça. Et ensuite, là, t'es en train de te faire manipuler. Et quand il commence à avoir ses pouvoirs, non seulement Castle ne le tue pas. Donc tu te dis, bah, du coup, Castle, il voit quand même Murdoch comme un frère ou comme un pote et tout. Et après, Daredevil lui fait, mais non, en fait, là, tu t'es vraiment perdu. Il faut qu'on te ramène à la raison. Et ça va se faire à coup de pompe dans la gueule, tu vois. Donc vraiment, moi, je trouve que c'est un truc ultra complet. Ça prend tous les angles possibles. Il y a des scènes qui sont extrêmement froides, d'une vraie violence. Ouais. Bah, quand il assassine les gens. On avait parlé du premier numéro en VO il y a quelques temps quand c'était sorti. Sur même le premier numéro où c'est l'exécution oui. âpre, quoi. Et puis tu vois, en plus, pareil, on voit rarement Castle quand il était gamin. Là, déjà, t'as l'impression de voir un truc genre Making a Murderer, tu vois, où les parents se disent, ouais, on se doutait un petit peu quand même, parce qu'on l'a emmené chez un psy et il dessinait que des têtes coupées, tu vois, donc voilà, c'était un peu bizarre. Et à plus, ajouter un truc qui est très régalade, je trouve, dans le choix du vilain, parce que on t'explique que Castle, bah, c'est un soldat, c'est l'éternel soldat. Et donc, bah, mécaniquement, le dieu qui prierait le plus naturellement, ce serait Mars, ou Arès, le dieu de la guerre. Et le dieu de la guerre, Aaron, qui, je pense, est fan de catch ou de MMA, il en a fait un énorme bourrin ultra musclé, qui a en plus un peu la gueule de Punisher dans la façon dont Saïs le dessine. C'est-à-dire que c'est un grand brun, avec une mâchoire carrée et des yeux blancs.
et qui lui dit, et Castle, je te voyais comme un fils. Pour moi, t'étais mon meilleur prêtre, entre guillemets, parce que tu répandais la guerre partout où t'allais, et tu t'hésitais pas, tu mettais les moyens et tout. Syndrome Kratos. Syndrome, mais clairement. Et t'as des scènes de combat qui sont, mais dantesques. Quand il cherche, quand il cherche la citadelle de la main, avec son armée, d'apôtres. Mais c'est du porno, quoi. Enfin, t'as des tanks partout, t'as des mecs avec des soldats avec des casques de Spartiates. T'as des scènes de combat qui sont vraiment, très bien, voilà. Et puis t'as cette violence qui ne se cache pas. Et c'est quand même devenu assez rare chez Marvel, je trouve. Moi, qui suis nostalgique justement de l'époque où Moon Knight avait plus de liberté, je rattrape en ce moment le run de McKay. Il est très bien, mais il est beaucoup plus mainstream que ce qu'on pouvait avoir droit avant. Daredevil a peut-être été la série la plus authentique récemment, mais c'est pas un héros qui est aussi ténébreux et aussi malsain idéologiquement que le Punisher. La dernière fois qu'on avait vraiment eu du Punisher, c'était à l'époque où Matthew Rosenberg avait pris le personnage, et là on était plus dans une série de sadiques en fait. C'était on suivait le Punisher, il tue des mecs, c'est cool. Et t'avais envie de dire, mais non, c'est pas cool. C'est cool quand c'est fait avec un humour noir comme Garth Ennis le fait. Si c'est juste, regardez, il a tué des soldats de Bachar el-Assad en les égorgeant, t'as envie de dire, ouais, super, mais moi je suis pas un psychopathe. Ça règle pas le problème. Ouais, voilà, en plus. Alors que là, justement, il arrive à manier le plaisir graphique de voir Punisher qui mène sa guerre contre le dieu de la guerre. Il arrive à manier justement tout le côté complot à l'intérieur de la main, où on sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. T'as même des scènes qui sont très dures quand ils veulent ressusciter les gamins, où vraiment t'as des trucs avec des fœtus mal formés qu'il doit exécuter et tout. Enfin, c'est une série qui est vraiment pour adultes, je trouve, qui comprend très bien toute la généalogie, la symbolique de Frank Castle, avec ses différentes voix intérieures. Et vraiment, moi, toute la partie flashback, je trouve qu'à elle seule, tu peux couper les parties du présent, en faire un roman graphique isolé, genre Punisher Year One, et c'est merveilleux. Enfin, il y a aucune fausse note. Les différentes scènes où il couche avec sa femme, il est encore déconnecté, où elle le suit, où il va dans un bar et où il se met à péter la gueule d'un mec qui parle mal des Marines, c'est tout. C'est un truc qui, pour moi, voilà, ça pourrait être l'histoire vraie d'un tueur en série, en fait. Ça pourrait être l'histoire vraie d'un mec qui rentre au pays avec un PTSD. La partie présente, évidemment, elle est plus fantasque parce qu'elle est plus Marvel. Faut adhérer aussi en termes de suspension de crédulité, même si on est dans un univers Marvel, ce côté quand même d'avoir, le Punisher qui a des super pouvoirs, quoi. Ouais, mais t'avais pas lu Shadowland, toi? Non. Ouais. Bah, après, c'était un peu le pari, tu vois, ça va devenir le Fist, donc le Fist. Le Fist, c'est quasiment un dieu, tu vois, donc, et puis il est là pour amener l'apocalypse sur Terre et tout. Donc, je trouve que moi, ça m'a un peu décontenancé, quoi. C'est ça qui t'a gêné, du coup? Non, ce qui m'a gêné, c'est la conclusion. Ah bah, la toute fin. Enfin, moi, j'ai trouvé génial, peut-être que j'ai loupé, tu sais, mais le côté de complètement casser la lecture du il veut venger sa famille pour la retrouver, tout ça, alors qu'en fait elle allait demander le divorce. Je trouve ça ouf parce que ça c'est ultra nihiliste en fait, dans le sens que non, mais en fait c'est ça, c'est que le Punisher était perdu et que en fait son combat c'est un prétexte, en fait il le crée, c'est le prétexte, et vraiment ce renversement de la conception du combat de Frank Castle, en fait, qui n'en est pas, en fait, qui est vain et qui vraiment te dit juste, en fait, ça c'est juste un pauvre type, quoi, qui est irrattrapable. J'ai trouvé ça vraiment brillant, et pendant tout au long de la série quasiment, c'est vrai que moi je partage plutôt ton avis. Mais alors cette conclusion de dire, en fait, bon, le Punisher n'existe plus, Frank Castle se barre et va donc sur Real World pour devenir une sorte de guide pour enfants paumés, mais c'est out of character, quoi. Parce que ça va aux antipodes même de la lecture que je me fais, parce que pour moi, enfin, fallait rester dans cette lecture nihiliste de dire, enfin, pour moi, faut pas changer. Je veux dire, Frank Castle est le Punisher et son combat est vain et ce n'est pas un héros et c'est un triste cire, mais il le restera, en fait. Mais il le restera, et tu continueras à suivre ses aventures tout en étant conscient que c'est pas un exemple. Mais le fait de dire, bon, bah, on t'a dit tout ça sur le fait que c'était une ordure finie, qu'il n'y a pas de rédemption possible, pour au final dire, non, mais si, regardez, maintenant, il va sur un autre monde pour sauver des gosses. Mais quel est le fuck? Je trouve vraiment que ça, pour moi, ça va à l'inverse opposé total de tout ce qui a été raconté sur les 12 numéros précédents. Et vraiment, je ne m'explique pas cette situation. Alors, à l'heure on enregistre, enfin, moi, je l'ai pas lu, le nouveau Punisher 1, pour voir ce qu'ils en font avec ce Joe Garrison à la mort moelleux là, mais j'espère vraiment qu'il y a un plan de long terme pour dire il part faire son escapade avec les gamins,
Il y a Joe Garrison qui prend le relais sur Terre, il va voir que c'est encore plus un méga taré, que ça va être un peu le syndrome Azrael dans Nightfall, et qui va revenir finalement pour endosser ce rôle en disant bon, en fait, c'est un rôle de merde, mais c'est à moi, je veux dire, c'est ma pénitence, il faut que je le fasse, tu vois, c'est à moi de prendre sur moi. Après, mais sinon, je comprends vraiment pas si je peux dire un truc, là-dedans. Dans ce que t'évoques, c'est juste 2 pages quand même. Ouais, mais ça, mais pour moi, mais ces 2 pages qui sont après, alors en VO, tiens, je te remonte le truc. Mais pour moi, elles sont tellement out of truc, quoi. Après, en fait, la déclaration d'intention qui était générique de bien fin, sûr, ouais. C'est clairement Marvel qui dit juste on peut pas tuer Castle, il faut que tu nous fasses une porte de sortie artificielle. Et c'est pour ça que pour moi, il les met vraiment la toute fin. Pour moi, son histoire, elle s'arrête au moment où il prend sa femme dans ses bras. Et le reste, c'est l'éditorial qui dit, mais évidemment qu'on aura encore besoin de faire une série Punisher demain. Tu vois, je pense que ça se résume à ça, en fait. Ah, bah ouais, mais moi, je trouve que fallait pas la faire, quoi. Arrêtez-vous quand il prend sa femme dans ses bras et ne lisez pas la suite si vous êtes comme Arnaud, parce que, effectivement, je vois très bien ce que tu veux dire, mais c'est, entre guillemets, c'est normal, tu vois. Non, mais comme tu disais avant sur le fait de te laisser parler en premier sur l'argumentaire sur Reign, les gens vont retenir que ce qui arrive à la toute fin, tu vois. Et moi, du coup, j'ai beau avoir kiffé le voyage, en fait, ça m'a vraiment bloqué, en fait, d'avoir cette autre intention, justement, qui tranche d'autant plus qu'effectivement, t'as effectivement cette page de postface de Aaron, qui te réexplique, si t'avais pas bien compris, que voilà ce qu'il pensait. Et d'un coup, ouais, tu te retrouves avec cet autre truc de l'éditorial et bah ouais, bah du coup, bah je déteste ce que l'éditorial a voulu faire avec ça. Oui, bah bien sûr. Mais après, pour moi, ça n'empêche pas que le propos a été ce qu'il a été. Tu vois, c'est-à-dire que le propos, il a été dit. Et tu vois, c'est un peu de la même façon que dans l'album, t'as le moment où donc Castle devient le fils pour de vrai, il massacre des pédophiles, il massacre des milliardaires, il massacre des enfoirés par-ci par-là, etc., des seigneurs de guerre. Et tout le monde vient essayer de l'arrêter. Et le seul mec qui arrive à le faire tomber idéologiquement, c'est Captain America. Parce que t'as ce côté, Captain America, il est comme moi, c'est un soldat, et quand j'étais gamin, j'avais le masque Captain America et tout. Et dans la fin, en fait, t'as tous ces mecs qui viennent voir Castle pour essayer de le faire changer d'avis. Pour lui dire, écoute, Wolverine, voilà, qui lui dit, avoue que t'as fait ça pour une raison, nanana. T'as Moon Knight qui lui dit, mais t'es comme moi, en fait, toi, t'es un paumé, et on va essayer de te récupérer, mais en fait... Et d'ailleurs, Castle ne lui répond rien, parce qu'il sait, en fait, que Moon Knight, c'est celui qui a raison. Et à l'inverse, Cap, qui va être plus dans la logique, va falloir qu'on répare tes conneries, quoi. Et tout ça, en fait, le procès du Punisher qui se fait sur ces quelques pages-là, il est définitif. Tu vois, c'est que Marvel va laisser quelques mois, quelques années passer avant de ramener Castle pour qu'on le remette sur pied. Mais tu sais, c'est comme à la fin du Moon Knight de Jeff Lemire. C'est quand tu finis le Moon Knight de Jeff Lemire, tu te dis, mais en fait, je peux pas raconter la suite de Moon Knight. Parce que tout a été dit. C'est qu'en fait, ça y est, il est conscient de ce qu'il est. Il est conscient que sa psyché est brisée. Il est conscient qu'il se raconte des films. Et limite, en fait, le lecteur est conscient que tout ce qu'on te raconte depuis le début avec Moon Knight, Khonshu, tout ça, en fait, ça n'existe pas. Et que limite, en fait, c'est un mec dans un asile, ou pas. Ou alors, à la limite, c'est un mec qui est vraiment juste taré, qui entend des voix, ou pas. On n'en sait rien. Et donc, il y a aucun moyen de faire une suite. Et ben, après Punisher de Aaron, quelque part, t'as plus vraiment moyen de faire une suite. Tu vois, parce que tu peux pas juste, en tant que maison d'édition qui vend des bonnes histoires avec des super-héros qui sauvent le monde à la fin, tu peux pas juste te dire, en fait, le mec, c'est un psychopathe depuis le début, il aime juste tuer, et il se balade au milieu des Vengeurs depuis X temps d'années, etc. Et personne se dit, tiens, ce serait bien s'il allait en prison. Tu vois, en fait, à un moment donné, ils peuvent pas juste admettre ça. Donc, ils sont obligés de construire cette espèce de sauve-conduit, ou peut-être qu'ils vont le reconstruire ensuite, comme ils avaient fait avec Daredevil à la fin, justement, de Shadowland, où il y avait eu un Daredevil Reborn, où il devait réapprendre à être un héros, etc., etc. Je comprends ta critique, mais pour moi, elle est juste sine qua non de la mécanique éditoriale classique, en fait. On ne se débarrasse pas des personnages de comics, même quand ils sont aussi problématiques et qui posent un tel challenge moral que le Punisher. Mais c'est pour ça que pour moi, il fallait pas s'en débarrasser. C'était juste le continuer à le faire vivre, mais avec quand même le fait est que le propos a été dit, que les termes ont été dit. Donc après, si d'autres gens continuent à vouloir le mésinterpréter, bah tu leur diras non, mais en fait t'es juste trop bête, quoi, parce qu'on te l'a dit textuellement, parce que c'est pas non plus implicite là, c'est une maxi-série qui est très explicite dans son propos. Et à partir de ce moment-là, je pense que l'éditeur, par rapport, si tu veux, à la responsabilité de la charge symbolique du personnage, en fait, il a fait le taf, tu vois, de dire vraiment quel est comment il voit son personnage. Et que dans ce cas, si après c'est encore détourné ou mal interprété, c'est plus de sa propre responsabilité, tu vois ce que je veux dire? Moi, pour moi, l'erreur, c'est de pas l'avoir fait suicider à la fin, en fait. Tu vois, mais ça, encore une fois, voilà, tu peux pas dans les un comics Marvel. J'aurais été très, très, très intéressé à une époque, quand Bendis avait fait Daredevil End of Days, il avait prévu aussi Punisher End of Days, qui aurait été comme Daredevil End of Days, une histoire où
où on va revivre à la fois le passé du Punisher qui fait un post-mortem. Et si Marvel avait vraiment eu les baloches d'assumer en fait simplement que le personnage est devenu trop encombrant au vu de son statut, au vu de son logo, au vu de tout ça, ils auraient juste pu le zigouiller, relancer une ligne Marvel Knights, ramener Carcenis ou ramener un auteur ou un scénariste qui aurait eu, pourquoi pas par exemple Torun Grandbeck, qui aurait eu l'envie de reprendre à zéro ou de faire juste des histoires où il va calacher des mafieux, limite hors continuité Marvel, dans un monde rien qu'à lui. Mais ils ont pas ces couilles-là, en fait. C'est-à-dire que Marvel, ils ont quand même envie de continuer à faire du bif de main avec les fans du Punisher, qui peut-être sont d'extrême droite, mais on a fait une histoire pour dire que regardez, nous on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. Et c'est un peu ça le problème, tu vois, c'est là, moi, la critique que j'aurais adressée, c'est je pense que si Aaron avait eu les mains libres, il y aurait pas eu ces 2 pages, et on aurait eu la fin de Frank Castle dans le canon Marvel. Parce que, visiblement, si tu pousses la logique jusqu'au bout, c'est ce que fait Aaron, si tu pousses la logique jusqu'au bout, c'est pas logique que le Punisher soit considéré comme un super-héros. Même comme un anti-héros. C'est pas un héros, c'est un tueur, c'est un malade mental. Donc on arrête. Et maintenant, on va faire des histoires séparées où on pourra faire ce qu'on veut avec lui. Ça, à la limite, ça me paraissait plus logique, plus cohérent. Parce que tu peux pas faire comme Venom en disant, ouais, maintenant c'est un monstre gentil, puis c'est un héros. Non, parce que plus tu vas t'approcher de la limite, et plus le monde va devenir violent, et plus les gens violents vont s'approprier Frank Castle, plus en fait ça va devenir compliqué. Et c'est un problème qui est vieux comme le monde. Je veux dire, rappelle-toi quand la série Netflix allait sortir, ils avaient dû la décaler parce qu'il y avait eu une tuerie dans je sais plus quelle ville. Ça c'est encore différent parce que c'est la criminalisation des œuvres. Oui, mais ça prouve bien, si tu veux, que Marvel a un problème avec ce personnage depuis longtemps, et qu'en fait, à un moment donné, s'il voulait être rationnel, il ferait juste une continuité rien qu'à lui, pour éviter de le mélanger avec des personnages qui devraient l'arrêter depuis toujours, voire le foutre sur une chaise électrique, compte tenu de son body count, tu vois, parce que là, à la fin de l'album, dans l'album, il Kratos, énormément de gens. Oui, c'est Kratos. Les pages où il est en fist, t'as envie de dire, mais attends, mais t'as causé un génocide, frère, là, j'exagère un petit peu, mais t'as causé un massacre de masse, quoi. Donc, à un moment donné, peut-être que non, là, ça va pas juste passer, dans 2 ans, on refait une série comme si de rien n'était, il va juste tuer des cartels et tout. Enfin, non, stop. Soit on assume, soit on arrête. Et là, ils ont fait ni l'un ni l'autre. Ouais. Ce qui est un peu le côté frustrant. Mais pour moi, ça n'enlève absolument rien au récit. Ouais, très bien. Voilà, donc là-dessus, donc ces 3 albums dans leur format 100% Marvel, du coup, donc c'est un peu entubatoire. Ouais, c'est pas la meilleure. Je pense que 2 auraient suffi de toute façon. En plus, vu que c'est vraiment le découpage qu'ils ont fait, je pense que c'était juste pour avoir un rythme de publication, tu vois, pas trop séparé. Ouais. Mais de la thune aussi peut-être. Et puis de la thune aussi peut-être. Il y a forcément un calcul économique, c'est pas des offres de charité, les éditeurs. oui, mais c'est pas non plus des escrocs. Enfin, tu vois, alors là, c'est 12 numéros, tu fais 6, quoi. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord, sauf que c'est surtout, c'est beaucoup un ebook tout, mais je t'avoue que là, sur deux coups, je pense que c'était juste vraiment, cette question de rythme, parce que c'est pas non plus, à mon avis, sur les niveaux de vente des 100% Marvel, c'est pas non plus là-dessus qu'ils sont le chiffre d'affaires. C'est quand même assez agaçant, je trouve. Oui, je trouve que c'était pas un très bon découpage, mais donc c'est disponible en 3 albums. Donc on dirait plutôt d'essayer de voir s'ils sont disponibles en bibliothèque ou vu que c'est que 4 numéros par. Après c'est des numéros à pagination étendue aussi, donc peut-être que franchement pour une question très bête de standard de publication, bref, vu la qualité de l'album et le nom d'Aaron, franchement ça me paraît très bien. Oui, c'est avec un format qui soit plus. Oui, en deluxe, il faudra un deluxe qui contient les 12 numéros. Ils le font souvent, hein, le deluxe 12 numéros c'est ça. D'un titre, c'est là il va arriver de toute façon. Ouais, donc ce sera mieux sûrement d'attendre cette série, mais si vous voulez la découvrir absolument, lisez-le dans le stand d'une Fnac ou en bibliothèque si c'est disponible. On en a terminé pour ce Back Issues VF. On en a d'autres en prévision, bien entendu. D'ici la fin de l'année, ça vous donnera sûrement plein d'idées de lecture et de cadeaux à faire pour les fêtes de fin d'année ou simplement pour vous occuper. On espère donc que ces podcasts, ça vous plaît. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis on se dit à très bientôt pour la suite de nos podcasts. Salut!